Je suis Nicolas Meunier, le fondateur de Réflexion Capital, le fonds des entrepreneurs de la tech et du digital qui font le pari de combiner forte croissance et atteinte rapide de la rentabilité. Faut-il ou non lever des fonds pour réussir? Avec Bootstrap to the Moon, je vous partage l'expérience et les conseils d'entrepreneurs qui ont développé avec succès leur société en optimisant leurs sources de financement. Je reçois dans cet épisode Bertrand Altmaier, qui fut ces dernières années directeur général de Cityscoot. Cityscoot, société de location de scooters en libre service que connaissent bien les citadins. Cityscoot a levé plus de 100 millions d'euros et ceci ne l'a pas empêché de connaître le dépôt de bilan fin 2023 et sa reprise par son concurrent espagnol Cooltra. Dans cet épisode, Bertrand vient nous expliquer les raisons de cet échec et comment tout cela aurait pu être évité si la société avait pris l'option de la rentabilité lors de son dernier tour de financement. Avant Cityscoot, Bertrand a été entrepreneur. Il a lancé un service de VTC qui s'appelait Marcel au moment de l'arrivée de Uber en France, société qu'il a brillamment développée avec son associé jusqu'à sa revente au constructeur automobile Renault il y a quelques années. Bertrand, merci de venir dans Bootstrap to the Moon, partager ton expérience d'entrepreneur. Ravi, Nicolas. En préparant l'émission, je me suis dit, donc Bertrand, il a à peine 40 ans, il a déjà connu 1000 vies. C'est intéressant que tu nous expliques qui tu es, quel a été ton parcours et d'où tu viens. Et qui es-tu surtout? Alors, 1000 vies, c'est probablement un peu exagéré. J'ai effectivement eu la chance d'avoir des expériences assez diverses, mais qui correspondent aussi à l'évolution de ma maturité personnelle et l'évolution de mes envies. J'ai eu la chance d'être un assez bon élève, peu turbulent pendant ma scolarité, donc j'ai fait des bons lycées, une bonne prépa. À Paris, tu as fait tes études à Lyon. À Lyon. Ouais, au Donc tu es lycée du lyonnais Parc. d'origine. Tu as fait le lycée du Parc jusqu'à prépa? J'ai fait lycée du Parc, pour être précis, lycée du Parc, début du collège, Louis-le-Grand en terminale, prépa à Ginette et HEC. Et pendant cette période d'HEC, outre le sport et un peu de décompression, j'ai fait une majeure finance. D'ailleurs, l'histoire est drôle parce que j'ai pas été reçu à la majeure entrepreneur. Probablement à juste titre parce que j'avais pas la maturité. Ouais. Même si on en parlera peut-être un peu plus tard, j'avais déjà l'idée que j'ai développée à partir de 2012-2013. Et à ce moment-là, j'étais sur une tendance je surfais sur une vague qui était assez positive, Ouais. sans vraiment me poser la question de ce dont j'avais vraiment envie. Et de la même manière que j'ai fait une majeure finance parce que le majeur entrepreneur avait fermé ses portes et que c'était pas mal. Je l'ai fait, j'ai postulé chez Goldman Sachs, j'ai été pris chez Goldman Sachs. Ouais. Donc là, en M&A. En fusion-acquisition, ouais. Donc j'ai rejoint l'équipe française qui avait la particularité d'exécuter les transactions plus que de faire du marketing. Donc c'était une organisation avec des secteurs, des personnes qui couvraient des secteurs, et puis ensuite des personnes qui couvraient des pays. Et donc nous, on était au croisement des deux et on exécutait des transactions. Donc énormément de boulot, mais vraiment énormément. Une capacité, des semaines de 110, 120, 130 heures. Je le sais parce qu'on nous demandait de pointer, donc chaque lundi matin en arrivant, j'ai analysé l'étendue des dégâts et puis surtout une école de rigueur. La première semaine, tu regardes des doubles espaces dans des présentations, des points à la ligne et que les fonds des présentations soient les bonnes. Ouais. Ce qui peut paraître un peu illusoire, mais moi ça m'a forgé une conviction, c'est que si t'es pas capable de faire une présentation correctement, en fait on va pas te demander de faire autre chose. Et que pour te demander d'utiliser ton cerveau, de prendre plus de responsabilités, en tout cas c'est comme ça que c'est l'école Goldman, il faut que tu prouves que ce qu'on te demande de faire et que t'es méchant, tu peux le faire de manière excellente. Donc une vraie école de la rigueur. Ouais, école de la rigueur. Après, on va pas se mentir, on est vraiment dans une cave. On voit aucun client. On fait des modèles Excel et des présentations PowerPoint toute la journée. Et moi, au bout de 18 mois, j'en ai eu ma claque de pas dormir, de pas voir mes copains,
voilà, de pas vivre, quoi. Et comme dans pas mal de banques d'affaires, on est chassé assez rapidement par des chasseurs qui font qui ont l'habitude de faire des transferts entre banques et fonds. Et donc j'ai rejoint un fonds d'investissement qui s'appelle Macquarie. Donc c'est une école très différente, infra, vraiment investisseur long terme. Donc énormément de travail en amont pour identifier les opportunités d'investissement. Et là on parle d'investissement, c'est des routes, des réseaux de gaz, d'eau. Enfin c'est des trucs qui sont pas sexy mais qui sont indispensables. À une vie citadine, c'est une infrastructure, quoi. Et j'ai rejoint Macquarie au milieu 3 mois avant la chute de Lehman, que j'ai vécu de l'intérieur parce que j'avais un coloc qui était chez Lehman. Tu as vu partir avec son petit carton Je l'ai vu, je l'ai vu le dimanche soir avant, quand l'annonce a été faite en interne, à 11h du soir à Londres. À se dire demain les gars je vais chercher mon carton et puis il faut que je parte, quoi. et donc là j'ai travaillé 3 ans là-bas. J'ai eu un premier doigt dans l'entrepreneuriat parce que en plus des métiers traditionnels de fonds, j'étais en gros le bras droit du CEO du fonds. Et donc j'accompagnais un certain nombre d'initiatives en interne, et en particulier une initiative qu'il avait montée qui était une centrale d'achat pour toutes les boîtes du fonds dans lesquelles les fonds de Macquarie avaient investi. On parle de plus de 150, on parlait à l'époque de plus de 150 milliards d'euros. Et l'idée, c'est de se dire, ces boîtes, il y a quand même pas mal de choses qu'elles vont acheter, faisons en sorte qu'elles les achètent en commun pour avoir des meilleurs prix. Et donc j'ai participé au lancement de cette initiative, donc ça m'a donné quelques outils. Et ensuite, je dois avouer que les démons de Goldman sont revenus pour diverses raisons, en particulier parce que l'infrastructure, ça a de beau le fait que en temps de crise, ça décroît pas, mais en temps de reprise, ça remonte pas. Et donc, en fait, il y a beaucoup de personnes chez Macquarie qui sont parties dans d'autres banques. Et donc, je me suis retrouvé, moi j'étais, ça s'appelait Vice President là-bas. Mais j'avais normalement 2 ou 3 échelons sous moi, et puis il n'y avait plus personne sur les deals, donc je me retrouvais à bosser beaucoup, beaucoup trop, et à plus en pouvoir. Et donc là, moi j'ai décidé de faire une pause qui a été assez fondatrice dans ma construction entrepreneuriale. Je suis parti en Afrique avec un copain pendant 6 mois. Et ça va faire la boucle. Ah ouais, là, ça boucle. On essaie au mieux de pas trop. Ok. Donc je suis parti en Afrique pendant 6 mois avec un copain. Pas de vocation humanitaire particulièrement, mais c'était de couper. Et à ce moment-là, à mon retour, c'était évident pour moi que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, de faire autre chose qu'un tableur Excel, en gros. Et donc là, je me suis lancé un peu par hasard parce que j'avais des potes qui faisaient ça dans l'ouverture d'un restaurant. Donc je suis devenu actionnaire d'un restaurant. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Là, c'était en 2011, donc j'avais 28 ans. 28 ans, donc. Ouais. Et en parallèle, donc je disais, c'est ça en introduction, cette idée de concurrencer le taxi, en gros, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis déjà 6-7 ans. Tu as des mauvaises expériences, non? Ouais, un soir de sortie, je vivais à Agnières-sur-Seine, je sortais vers Strasbourg-Saint-Denis, et je rentre à pied, quoi, parce qu'il pleut et parce qu'il n'y a pas de taxi. Et je me dis, malgré tout, dans la capitale de la France, la plus grande ville touristique au monde, c'est pas normal que ce genre d'expérience arrive. Ça paraît surréaliste. Hein. Et donc j'avais ça qui me trottait dans la tête. J'ai vécu à Londres, j'ai eu la chance de vivre à Londres pendant 3 ans, et là-bas il y avait des services concurrents au taxi, qui s'appelaient les minicabs, qui existaient avant même Uber, bien avant Uber. Et il se trouve que la réglementation en France à ce moment-là a changé et permettait en tout cas d'envisager ce type de service qui est devenu le VTC. Et donc moi j'ai eu cette conviction. J'ai primo-entrepreneur, donc j'ai pris mon temps, j'ai pris beaucoup de précautions. J'ai passé 1 an à faire en gros les specs produits, la roadmap, le BP, et en fait avant de faire autre chose que ce que je savais faire, c'est-à-dire des presses, quoi.
Et ça nous a coûté assez cher finalement. Parce que à ce moment-là, il y a Uber et un concurrent de l'époque qui s'appelait Chauffeur Privé, qui sont lancés alors qu'on commençait déjà à travailler sur le sujet, et puis qui ont pris une avance qu'on n'a jamais réussi à rattraper. En particulier, on n'a jamais eu la prétention de pouvoir concurrencer vraiment Uber, qui levait des centaines de millions d'euros toutes les 2 semaines, ce qu'on disait avec mon associé. Mais Chauffeur Privé, finalement, on est 2 boîtes qui étaient pas mal bootstrappées. On a levé très très peu d'argent tous les deux. Et au final, le chiffre d'affaires, au bout de 3-4 ans, c'était de 1 à 5 ou de 1 à 10, quoi. D'accord. Et toi, quand tu dis que tu as passé un an à lancer, avant de lancer, c'est que tu as passé un an à réfléchir au projet, à tester, à phosphorer. Et comment se fait que tu n'as pas, toi, dit tiens, on va quand même lancer une page web, on va essayer de tourner avec 3-4 voitures, et puis d'essayer. Tu avais besoin de voir grand dès le départ, tu as besoin de te rassurer. J'avais besoin de voir grand, et pour moi, voir grand voulait dire commencer avec cette ambition. Oui. De 2, il se trouve que j'ai un associé qui m'a rejoint très rapidement, avec qui j'ai partagé cette idée. Mais lui venait de l'industrie. On s'était dit, il bossait soirée week-end quand je bossais la semaine. Oui. Et on s'était tapé dans la main en disant, on se laisse un an pour être sûr de notre idée. Et lui avait besoin d'être sûr pour quitter son taf. D'accord. Et donc on s'est donné cette année, on avait fait les chiffres, on avait postulé à 2-3 incubateurs, à 2-3 trucs comme ça, 2-3 subs, et lui il avait besoin de cette réassurance pour se lancer. Moi ça me plaisait bien aussi. J'ai vraiment passé un an. Je me souviens, on était dans les locaux du PRIN, au-dessus de la gare du Nord, là, sur les voies ferrées. Moi je sous-louais un truc, un bureau, je sais pas qui, et j'étais seul dans mon truc jusqu'à 23h à me faire les fichiers Excel type Goldman ou Macquarie. J'avais un BP de 15 onglets, avec des variables partout. Alors ça nous a aidé à lever un peu d'argent en amorçage. Ouais. Mais derrière, je pense que ça empêche un peu l'action, et effectivement, avec du recul, on se serait lancé tout de suite, on aurait testé des trucs. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé, quand on a vendu la boîte, le document PowerPoint qu'on avait fait, les specs techniques, fonctionnels et puis techniques du produit. Et en fait, il y a 80% des trucs qu'on a imaginé au départ qu'on n'a jamais fait, parce qu'on en était sur des paramètres à la con, et en fait, il faut simplement y aller, quoi, mettre les mains dedans. Et donc, on a mis cette année nous a coûté très cher dans le développement de la boîte. Et vous, en termes de rapport entre associés, parce que la boîte n'était pas encore créée à ce moment-là. Si pendant cette année j'ai créé la boîte, ouais. T'as créé la boîte. Ouais. Alors une boîte comme ça, tu le crées avec combien de capital? Vous êtes fait comment, vous répartir les plats? 2 000 euros, 1 000 euros chacun. Et ça, le rationnel qui était derrière, c'était quoi? C'était dire tiens, c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on peut perdre. C'est avec ça va payer, je sais pas, les loyers pendant X mois, le temps qu'on arrive à. Non, le rationnel, c'était que, alors ça, c'était ma vision financière, c'est que le capital, c'est le seul truc qui se rembourse jamais dans une boîte. Ouais. Et donc on avait mis du compte courant, mais que le capital, au final, nous, au moment de la vente de la boîte, on s'est remboursé les quelques dizaines de milliers d'euros de compte courant qu'on avait. Ouais. Mais c'est un truc que tu peux récupérer, et j'avais pas envie de faire ça à fond perdu, dans l'hypothèse où. Et non, c'est le comptable à l'époque de l'incubateur d'HEC. Le conseil comptable nous disait ça sert pas à grand chose de mettre beaucoup plus, ça immobilise de l'argent définitivement pour pas grand chose. Et donc on avait fait ce choix là, mais l'inconvénient qu'on peut entendre, c'est que les banques regardent le capital social. Au démarrage, ça nous a jamais t'avais pas forcément recours à des prêts, des choses dans ce genre. Non, on avait aucun. Non. De toute façon, il n'y avait pas d'enjeu. On n'avait pas de dépenses. On payait, je devais payer 100 balles par mois le poste au PRIN. Moi, je me payais pas. Je revenais d'Angleterre, donc je vivais sur mes deniers. J'avais mis un peu d'argent de côté en banque d'AF. C'est l'avantage de la banque d'affaires. Quand tu bosses, tu dépenses pas. Exactement. Et donc là, grosso modo, tu t'es dit, tu pouvais risquer jusqu'à combien d'argent pour te dire, à partir du moment où j'aurais consommé cette somme-là, j'arrête parce que de toute façon, je me mets trop à risque, ou derrière, je pourrais pas de toute façon continuer. Tu avais une idée? Alors, non, c'est une bonne question. Pour moi, l'argent que je risquais, c'était le coût d'opportunité du temps que je passais. D'accord. C'est-à-dire que j'étais prêt à passer autant de temps que je pouvais physiquement sur le projet. D'ailleurs, on l'a fait pendant
des années. Il y a des anecdotes. Un service B2C, pardon, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un derrière pour contrôler. Et quand tu es une startup et que tu es 3, bah, en fait, on fait des quarts, quoi. Donc pendant des mois et des mois, on faisait des quarts la nuit pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème, assurer le service. Donc ça, c'était mon investissement. Moi, c'était vraiment le temps, ma santé, parce qu'on a morflé. C'était l'investissement que j'étais prêt à mettre. J'avais pas d'argent autre, ce que j'avais mis de côté pour pouvoir payer autre chose que des pâtes. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai commencé à travailler sur Marcel. Je me suis marié, puis j'ai eu sur coup 3 enfants en 4 ans. Ah oui, sportif, quoi. Ouais, donc... tu les as accumulés, là. Tu t'es dit, là... Ouais, tant qu'à faire, j'aime bien dire... autant y aller d'un coup, et puis après, c'est derrière nous. Et le 4e bébé étant Marcel. Ouais, exactement. Et donc ça, c'était l'investissement que j'étais prêt à mettre. J'avais pas d'argent. Donc on s'est assez rapidement rendu compte qu'on aurait besoin d'une petite mise de fonds initiale. En particulier pour le développement de la tech. On a toujours considéré qu'être proprio de notre tech, d'ailleurs ça aura un impact dans le reste de l'histoire de la boîte, était clé. Parce que qu'en fait c'est une partie de la valeur ajoutée est là. L'opérationnel, l'excellence opérationnelle, c'est quelque chose de très important. Mais pour moi, ce qui est le strict nécessaire, c'est d'avoir une tech au moins lean et à jour, quoi. Et donc, à ce moment-là, ni toi ni ton associé, vous êtes les développeurs de la tech. On est 2 épiciers. Donc, vous allez chercher un 3e associé ? Ouais, assez rapidement, on va chercher un 3e associé, donc un lead founder, CTO. Dans mes souvenirs, on lui laisse entre 15 et 20% du capital. Je sais pas si ça peut intéresser. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas encore levé d'argent ? Non, on n'a rien levé. D'accord. Donc lui, il vient sur le projet, sur le tour de force tech, souvent ce qui drive les CTO. Et là, on fait un peu un pari. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais lui, il faisait de la recherche opérationnelle chez Air France. Il était assez risque-averse. D'accord. Et il avait la possibilité de prendre un congé sabbatique entrepreneurial. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est disponible dans toutes les boîtes. 1 an, où en gros, tu retrouves ton poste après. Et donc lui, on lui fait une propale pour qu'il nous rejoigne le 1er janvier. Donc c'était en 2014. Sauf qu'on n'a pas d'argent. Donc on se dit, en gros, on sait jusqu'à décembre pour lever. Et puis sinon, on l'a tous dans le cul, mais lui aussi un peu, quoi. Ouais, donc, mais donc lui, il le savait, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'il avait conscience de ça. D'accord. Non. D'accord. Honnêtement, on était tous les 3 primo-entrepreneurs. On avait encore un peu de lait qui nous coulait du nez. On était très naïfs. Et on savait pas où on allait. On savait pas ce que représentait une boîte qui fonctionne, quels étaient les objectifs à atteindre. Donc on tâtonnait énormément. En plus, dans un secteur qui était... la régulation était nouvelle. Donc il y a énormément d'inconnus. Et on s'est dit, voilà, si jamais on réussit à lever, donc on cherchait 250 000 euros en seed, sur un PowerPoint, hein, là, pour le coup. Ce qui était un beau tour de seed pour l'époque. Ouais, en 2014, c'était 2013. Pas fait rentrer de BA, juste avant, t'avais pas fait rentrer de BA. Non, c'était vraiment là, on était... c'était un joli tour de site, parce qu'à l'époque, c'était plutôt des tours, on faisait entrer des BA 50, 100K, mais 250K en site, c'est déjà... C'était pas mal. Là où on a... En fait, ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est qu'on a eu à peu près entre 8 et 900 000 euros de commitment. Par des fonds ou... Non, que par des family office ou BA. Et que tu as eu par ton réseau, quoi, de banques d'affaires. Réseau d'HEC, mon associé était de l'ESCP, donc on a eu via... Et puis, on a quelques potes entrepreneurs qui avaient levé un peu d'argent ou un peu réussi, donc en grattant, en parlant aux uns et aux autres, 1, 2, 3, on avait réussi à réunir cette somme. Là, on a fait une erreur qui est vraiment que je regrette, c'est que alors déjà, on a voulu faire jouer les investisseurs, donc on augmente un peu la valo et puis on voit combien baisse, machin. Mais on a refusé de baisser, de se diluer trop. Ce qui rétrospectivement a peut-être été une erreur parce que cet argent, on en aurait eu besoin pour se développer un peu plus rapidement dès le début. D'accord, donc c'est pas le jeu de la valo et du montant que tu avais levé, tu avais sécurisé le montant, mais toi tu as préféré sécuriser moins que ce que tu avais besoin. On nous avait dit, et c'était la première fois, donc en général, un tour de site, si tu te dilues au-dessus de 20%, ça fait chier, parce qu'après, le Serie A, donc il commençait à y avoir un certain nombre de canons immuables dans les structures de levée.
La réalité, c'est que si on avait eu cet argent dès le début, on se serait staffé plus. Ouais. Benoît et moi, on n'aurait pas fait d'écart toute la nuit pour nous assurer que nos 3 clients qui avaient commandé un chauffeur la nuit l'aient bien. On se serait moins épuisé, on serait probablement plus focus sur le business. Et on a probablement rattrapé une partie de l'écart avec chauffeur privé Uber. Ouais. Mais bon, voilà. Et comment tu l'avais dimensionné ces 250 000? C'est 250 000 qui allaient te servir à te payer ton CTO pendant un an, de sortir une V1 du produit. Vous commencez à vous payer un peu pour sortir non, un on se peu. payait pas. Toujours pas. Alors moi, je me payais au bout d'un an. Mon associé avait le chômage, donc c'était un an plus tard. On payait le CTO, Ouais. Day One, et puis on avait 2-3 devs. Mais on s'était très vite staffé beaucoup sur la tech et pas assez sur l'opérationnel. Ensuite, je peux te le dire, c'était un investisseur, la manière, je vais raconter la manière de laquelle je le racontais à un investisseur ou la réalité. La réalité, c'est qu'avec un tableur Excel, qui fait dire n'importe quoi. Donc, chez Goldman, on disait que c'était le plus beau logiciel de réalité virtuelle qui existe. Mais donc, en gros, voilà, on savait que aller chercher une valo d'1 million, 1,5 million, c'était réaliste. Qu'on voulait pas diluer de moins de plus de 20%. Donc, bon an, mal an, C'était le montant. on a triangulé. Et ensuite, on a. Mais je suis pas sûr que c'est la bonne solution d'ailleurs. Non, mais c'est faut plus intéressant de voir, identifier les besoins. Ouais, Mais on était un peu omnubilé. Ça, c'est peut-être mon passé de financier, mais par la partie chiffres plus que par l'opérationnel. Et qu'est-ce que ça va nous coûter vraiment de faire le truc. Puis ensuite, à la limite, tu te dilues de 30 ou 40%. Au moins, tu as un truc qui fonctionne, quoi. Ouais. Et donc, on l'a pas fait dans ce sens-là. Je pense que c'est une erreur que je referai pas. Ouais. Mais ensuite, on s'est regardé dans le blanc des yeux et sur les petites levées, puisqu'on a levé en tout 3,5 millions, je crois. D'accord. En plusieurs fois. En plusieurs fois, en 4 fois. En 4 fois, d'accord. Ouais. Donc, on a fait un bridge de 700, ensuite on a levé 1 million, puis 1,2 million. Donc j'ai pas fait les maths comme ça, mais ça doit pas être loin. Et tes investisseurs, donc toi tu leur as dit 250 000, je dois être capable d'arriver à sortir une maquette, une V1 de produit. Ah bah ouais, 250 000, tu sors une V1. Donc un produit qui tourne. Un produit qui tourne, un vrai service. Non, c'était un vrai service. D'accord. Et ça a pris combien? 6 mois, 1 an? Non, on a donc on a pris la décision, je me souviens, le 1er septembre 2013 de faire une proposition d'embauche au CTO et à un dev mobile. Ouais. Pour le 1er janvier, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas de quoi les payer avant, mais à condition qu'ils bossent ce soir et week-end voilà, sur leur temps libre, et ce qu'ils ont un peu fait. Ils nous ont rejoint le 1er janvier, et le 1er avril, on a fait notre lancement. D'accord. Donc c'était assez vite. Pour le coup, là, on a bien bootstrappé. On était vraiment sur le MVP. Il n'y avait pas de fioritures. C'était dégueulasse, mais ça marchait. Tu pouvais réserver un chauffeur. Tu pouvais pas le voir comme tu peux. Et puis, tu avais la confirmation. Ça tournait, quoi. Et tu avais un SMS quand le truc arrivait. Et puis, voilà. D'accord, le truc qui tournait. Le truc tournait. Et donc, ensuite, le next step, ça a été quoi ensuite? Qu'est-ce qui a été nécessaire ou qu'est-ce qui a nécessité un bridge ou une levée de fonds? Alors, le next step qui était importante, et je pense que ça vaut le coup de s'apesantir un peu sur le sujet, c'est que, alors, ce que je dis pas, c'est qu'on a eu une mauvaise expérience avec un CTO, avec un dev dans l'histoire. Donc, en gros, après avoir sorti la V1, on s'est dit, il y a quand même, alors, au bout de 6 mois, c'est déjà très instable. La tech est déjà très instable. Et donc, on a choisi de faire un refacto global de la plateforme. On a éprouvé le fait qu'on était capable de faire un booking et d'avoir des chauffeurs et des clients. On avait même signé nos premiers comptes entreprises. Tu imagines, on avait 50 chauffeurs. C'était l'enfer à gérer opérationnellement, mais au moins, on avait prouvé ce qu'on voulait prouver, les quelques KPI qu'on s'était mis. Et donc là, on a fait, on a pris une grande respiration et puis on a fait 3 mois de refacto. Parce que c'était lié à des mauvais choix d'architecture, c'était mal codé. C'était lié à plein de trucs, on voulait aller trop vite. On n'avait pas d'équipe produit, donc c'était les deux financiers qui faisaient les specs et les thèses, donc c'était pas génial, quoi. Et donc là, on a structuré l'équipe, on a fait un gros refacto, et surtout, on avait l'intuition que la plateforme technique qu'on développait pouvait avoir un succès par ailleurs, au-delà de simplement Marcel, mais auprès d'autres transporteurs, taxis, VTC, logisticiens. Et c'est là où t'es venu l'idée de se dire, faut pas qu'on fasse une appli uniquement pour nous. Alors ça, pour le coup, c'est pas mon idée du tout. C'est la conviction du CTO. Et c'est ce qui excitait le CTO, qui lui voyait énormément de valeur
le logiciel en tant que tel. Alors, c'est pas quelque chose que je conseille forcément, de séparer le SaaS de l'opérationnel, parce que dans un deuxième temps, c'est bien. Je trouve que d'un point de vue architecture technique, et moi je connais pas grand chose, mais ça nous a permis d'avoir une plateforme stable et hyper paramétrisable. Donc c'était confortable à opérer. En revanche, tu as très rapidement un conflit d'intérêts entre la boîte opérationnelle, qui est un client captif pour le SaaS, et les nouveaux clients, parce que tu as toujours des nouveaux clients qui demandent toujours des nouvelles features. Et au final, tu te retrouves avec un logiciel qui se développe. Avec plusieurs têtes. Non, alors pour le coup, on est resté très cohérent dans la façon dont on a évolué le truc. Il y avait qu'un logiciel SaaS, mais en revanche, les priorités, elles étaient probablement plus tirées par les clients du logiciel que par Marcel. Et ça a été une source de conflit très important entre les associés, entre les équipes. Et à moins de vraiment faire l'effort de séparer, et puis ensuite tu changes de lieu et Marcel devient un client du logiciel, mais qui n'est pas captif, donc il y a la possibilité de changer de logiciel. Mais la complexité capitalistique faisait que c'était pas le cas. Et quand vous avez réglé ce conflit entre associés, parce que on l'a pas réglé. Vous l'avez pas réglé. On l'a pas réglé. Il a explosé après la vente et avec d'autres conflits, mais c'est la source du fait que mon associé de départ, qui était mon témoin de mariage, je lui parle plus aujourd'hui, et enfin, on s'est frité grave, quoi. Ouais, tu vas nous raconter ça. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis, bon, ça devient ingérable. Est-ce que ça, c'est des sujets qui ont précipité, il y a eu de la difficulté à faire les autres levées de fonds à cause de ce problème-là? Est-ce que c'est remonté à ceux qui analysaient le business plan et qui ont commencé à mettre le doigt dessus? Souvent, c'est des choses qui arrivent quand on voit deux business models qui... Ouais, alors donc juste pour revenir sur la question initiale, qui était l'étape suivante, c'était un vrai refacto, des bases solides. Et on en parlera peut-être chez Cityscoot après, mais c'est important à un moment d'être capable d'industrialiser un produit qui est scalable, plutôt que d'essayer d'industrialiser des POC et de se retrouver avec des bêtes qui sont tellement difficiles à dompter que en fait tu peux plus rien gérer, quoi. Donc ça, c'était un bon truc. En revanche, effectivement, on a commencé à discuter avec des... Alors, sur le tour de Seed, on a passé 3 mois à discuter avec des fonds. Alors, les fonds, ils sont géniaux, ils t'ouvrent la porte, ils te téléchargent le cerveau au début, et puis quand il s'agit de mettre du pognon en Seed, il n'y a plus personne. Donc, j'en ai vu plein, j'ai passé des après-midi à faire des workshops avec des équipes entières de fonds sur le VTC, parce que c'était un secteur qui... j'ai eu des fonds qui ont pignon sur eux, mais je ne les citerai pas, qui m'ont dit non, mais c'est un secteur de merde, il n'y a pas de marché. Mais voilà, et donc vraiment au Seed, moi c'était BA, et même malheureusement les réseaux de BA, j'ai trouvé ça hyper fastidieux, hyper processé. Déjà à l'époque, tu vois, il y avait... Très processé à l'époque, parce qu'à l'époque c'était 3-6 mois, quoi, et nous on avait l'impression que ça serait demain, quoi. On tape dans la main, c'est bon, on y va. Et tu trouvé que ça manquait de professionnalisme, les réseaux de BA, non? Non, c'était le tout début des réseaux de BA. Non, j'ai trouvé au contraire, non, ils apportaient une touche de professionnalisme, mais les cycles d'investissement correspondaient pas, en tout cas à nos besoins, quoi. On pouvait pas avoir de réponse dans 6 mois. Déjà, on avait perdu 1 an à théoriser le truc. Et donc là, on avait le POC Marcel. Le POC, donc la boîte s'appelait Yuso, le logiciel, parce que très rapidement on a eu un premier client avec qui on a testé la mise en prod de la solution SaaS, donc avec deux univers de prod, et là on avait besoin de cash, donc on va faire le tour de pas mal de fonds, hyper bien reçus, mais feedback unanime, les gars, en fait déjà monter une boîte c'est bien, mais alors vous êtes fous, quoi. Et donc que des murs. Et là, on a pris la décision de splitter la boîte en deux. Donc on a fait, le terme technique, c'est des apports partiels d'actifs dans les coquilles vides, qui sont devenus 2 filiales d'une holding d'animation. Et donc on avait une filiale qui détenait la techno et une filiale opérationnelle. Et c'est à ce moment-là que chacune des filiales a levé indépendamment de l'autre, et où là on a commencé à avoir un discours cohérent auprès des investisseurs. D'accord. Et donc, tu as pu réussir à convaincre des actionnaires de rentrer dans 2 filiales sans passer par la holding en haut,
pour bénéficier de l'une ou l'autre, parce que un peut prendre le risque que finalement vous vous concentriez sur l'opérationnel parce que vous pouvez faire des chiffres rapides, rentables, et de l'autre côté mettre beaucoup de temps à amortir et finalement la fermer, mais pourtant elle allait servir l'autre, quoi. Alors il y avait des contrats entre Ouais. les holdings, mais la réalité c'est que les équipes étaient séparées dorénavant. D'accord. Donc il y avait vraiment deux structures, on partageait les mêmes bureaux, mais dans deux bureaux séparés. Et Et l'une était cliente de l'autre. l'une était cliente de l'autre. D'accord. On avait formalisé les relations entre les équipes de la même manière que Yousso formalisait ses relations avec ses autres clients. D'accord. Et donc il y avait. Alors moi j'étais président de la holding et de Marcel, et mon associé était directeur général de la holding et président de Yousso. De Yousso. Donc Yousso, c'est là où il y a la techno. Ouais, exactement. D'accord. Et donc ensuite, voilà, moi j'ai. Donc vous avez séparé, et ça n'a pas réglé le problème. Non, parce que le problème, il était originel. C'est juste que le logiciel vit grâce à la boîte opérationnelle, mais est structurellement incentivé à ne pas répondre à ses besoins. D'accord. Et donc, en fait, il n'y a pas de solution. Ouais. Et la seule solution, enfin, ce qui s'est passé, c'est que les équipes se fritaient. Moi, je me suis frité avec mon associé. Alors, avec le CTO, c'est très bien passé. D'ailleurs, je l'ai recruté ensuite chez Cityscoot. Il s'appelle comment? Béchir Turki. D'accord. Et enfin, génial. Et on a enfin, vraiment une personne géniale. Je disais qu'il était risque averse avec moi. Il a appris à prendre un peu de risque. Et aujourd'hui, il a complètement embrassé cette carrière d'entrepreneur avec une vision tech. Enfin, vraiment génial. Et donc, à ce moment-là, ouais, on a réussi à convaincre alors, côté Marcel, un industriel. D'accord. Et côté, c'est le groupe Harmonia, qui est une boîte qui fait de l'accueil en entreprise. D'accord. Et de tous les buildings et la défense, l'accueil que tu as en arrivant est sous-traité à des entreprises spécialisées. Donc c'est pour la partie conciergerie qui est intéressé. Donc, en gros, augmenter la valeur ajoutée qu'ils pouvaient apporter à leurs clients. En disant, on sert la conciergerie et en même temps, on va vous fournir des services de voiture. Il y avait voiture. aussi des boîtes qui faisaient du pressing, des sûr. box, des trucs comme ça. Et donc, toutes ces boîtes de conciergerie essayaient d'agrandir leur portefeuille de services. Et donc, c'était un investissement minoritaire. Hein, donc, mais en revanche, ils ont, ça leur permettait d'offrir ce service. Et toi, ça te permettait de la mettre à l'équilibre, la société non, non. D'accord, ça a juste permis on perdait peu d'argent, hein, mais par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais non, on était encore, malheureusement... on perdait moins d'1 million d'euros par an, mais... Et donc ta motivation, c'était de dire c'est un corporate, ça fait du sens avec le service. Il y a des synergies. Il y a des synergies. Ils ont alors, il faut faire un petit rewind, retour en arrière, c'est que face à chauffeur privé et Uber qui cartonnaient en B2C, nous, à un moment, on s'est dit, on ne va pas avoir les moyens de continuer à faire des promos comme les autres. De toute façon, on s'est assez vite rendu compte qu'on n'était pas sexy pour des VC. On était le 3e ou 4e acteur d'un secteur avec une rentabilité hyper hypothétique. À long terme, on voit Uber, c'est depuis le trimestre dernier qu'ils font de la rentabilité après 13 ans ou 12 ans. Donc, c'était difficile de convaincre des VC. Et donc, il fallait se creuser la tête pour savoir comment on allait se différencier, parce que si on voulait survivre, il fallait faire les choses différemment. Parce que si on faisait les choses de la même manière qu'eux, on perdrait. En plus... on connaissait bien leurs équipes, elles étaient hyper bonnes, probablement meilleures que les nôtres, ils avaient plus de moyens, et donc l'écart il grandissait chaque jour. Donc soit on restait à la traîne et avec un écart grandissant, soit on essayait de faire les choses différemment. Et donc on s'est très vite focusé sur le B2B. D'accord. Donc il y a peu de clients qui utilisaient. Alors à cette époque, quand on a vendu la boîte à Renault, on s'est refocus B2C un peu. Mais à ce moment-là, il y avait très peu de personnes comme toi le week-end qui allaient prendre un Marcel. En revanche, on bossait avec la BNP, avec Accor, avec des grosses boîtes du CAC 40. Et on s'occupait de la mobilité. On faisait partie des services de mobilité qu'ils offraient à leurs employés. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir, parce que je crois que chauffeur privé ne pensait pas du tout aller dans le B2B. Et puis, nous qui avions été actionnaires, on leur avait dit que ça serait quand même sympa, parce que les personnes qui utilisent le service VTC, finalement, elles le découvrent dans le cadre de professionnel ou personnel, et puis elles disent mais pourquoi on pourrait pas prendre ça aussi? Et on se retrouvait avec des applis qui avaient un compte privé, un compte pro, et on se disait c'est quand même super sympa le compte pro, parce que finalement tous ceux qui ont des métiers où on finit tard ou raccompagnent des salariés chez eux, finalement, comme tu disais, le taxi, c'est au petit bonheur la chance.
plus c'est tard, moins on en a, plus c'est des horaires un peu compliqués. Et quand tu veux sécuriser ton personnel, il y avait une offre assez intéressante. Finalement, il y a quand même pas le corporate qui sont équipés par la Ouais, suite. il y a beaucoup, il y avait beaucoup d'appels d'offres et nous, ça nous a permis de nous différencier pas mal. D'où l'intérêt d'avoir un corporate au capital. Il y avait énormément de synergie. Eux, ils avaient une équipe de commerciaux hyper bons qui connaissaient toutes les boîtes du CAC 40. Ouais, donc facilité à vous introduire, à faire du business. Exactement. Donc il y avait des vraies synergies. Et de l'autre côté, sur le côté logiciel, c'était en gros principalement des particuliers et puis un petit fonds. Qui nous a... Et ton petit fonds, c'était qui? Axeléo. C'était Axeléo que tu as fait rentrer. Quand tu as fait rentrer ton fonds à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a motivé de prendre ce fonds-là plus qu'un autre? Tu as eu le choix qu'avec celui-ci ou tu as eu. Non, on était parti sur un tour. Alors, les principaux investisseurs de Yuso étaient des clients de Yuso. D'accord. Qui avaient été convaincus par la solution et donc des boîtes qui marchaient plutôt pas mal et donc qui ont investi dans la boîte. Donc on avait quasiment closé le tour sans même de banque DAF, sans rien du tout, sans lever quoi. Oui. Avec un tour qu'on avait pricé pour le coup bottom-up, donc à partir des besoins sur les 18 prochains mois. Et on a rencontré, moi je me suis pas du tout occupé de cette levée, c'est mon associé Benoît qui l'a fait. Il a rencontré Axeléo, qui se présentait comme étant un fonds entrepreneur monté par des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Et on leur a fait une place au dernier moment. D'accord. Sur ce tour, hein, c'était un tour d'1,2 million dans mes souvenirs. Ils ont dû mettre 150 ou 200. Mais on n'avait pas nécessairement besoin d'eux. Et ce qui avait plu, la proposition de valeur d'Axeléo. Ce qui avait plu, c'était la proposition de valeur, l'accompagnement, l'expertise qu'ils avaient en particulier. La faiblesse un peu qu'on avait, c'était le sales SaaS B2B, mais c'est une ritournelle, quoi. C'est hyper compliqué, ça change régulièrement. Et donc, ils avaient cette expertise qu'ils ont apportée aux équipes. Et donc, ça pendant les 6 mois où ils ont été au capital, ça a pas mal plu, en tout cas, aux équipes de Yuso. D'accord. Ensuite, le dénouement était un peu plus malheureux avec eux, puisqu'ils ont essayé de bloquer la vente, puisqu'ils n'avaient pas fait leur cash on cash en 6 mois. Donc, ils sont rentrés, donc ça, c'était ta dernière levée de fonds. Ouais, ils sont rentrés en décembre 2016. Et à l'été 2017, on vend la boîte. Décidé de la vendre, oui. Parce que dans l'inertie des 2 levées qu'on avait fait, Marcel et Yuso, on a commencé à être contacté par d'autres industriels. En particulier Sixt. L'agence de location de voitures. Et puis Europcar a commencé à nous renifler un peu. Peugeot, on a eu des rendez-vous un peu stratégiques avec eux. Il se trouve qu'à ce moment-là, on commençait à travailler sur un test de gamme électrique chez Marcel, parce que l'ADN de Marcel était très responsable. Tu avais les Zoé, tu avais les petits ambassadeurs de Zoé, je me souviens à l'époque. Ça, c'était post-vente, mais on avait commencé à travailler sur ce projet en amont. Et il se trouve que Yuso aussi avait des projets de co-développement avec une boîte qui avait été rachetée par Renault aussi. Donc, il y avait plein de... Et à ce moment-là, post-levée, donc on n'avait pas vraiment besoin de cash. Pas tout de suite, en tout cas en janvier 2017. Là, on commence à être contacté par 2 industriels assez assez volontaristes dans leur approche. Et donc là, on prend une banque DAF. T'as appliqué là à l'époque? Rothschild. Transaction R. Transaction R. Ouais. Ok. Et donc, alors là, période horrible, hein, on gère le jour, le business, la nuit, la vente. Et puis, la vente se fait. Et effectivement, sur le closing, on rencontre un problème, c'est que Renault veut absolument 100% de tout. Et que Axeléo, qui a 1,5% d'une filiale, mais en gros, il y avait un trou dans le pacte où il n'y avait pas de drague longue si c'était la holding qui rachetait le truc. Enfin bon, il y avait juste un cas qui n'était pas traité, c'était celui où on était, et qui trouvait qu'on remplissait pas leur canon de cash on cash par rapport à ce qu'ils vendaient aux investisseurs. Et donc, ça a été dur, et on a passé des nuits blanches à essayer de convaincre les LP, enfin,
d'abord les managers, Ouais. et puis les LPs qu'on a commencé à contacter. Les LPs du fonds, donc les managers du fonds Axeléo et les LPs de prendre cette session. Ouais. Toi, à ce moment-là, tu t'es dit, qu'est-ce qui a été vraiment le gros déclencheur de se dire, tiens, on est intéressé par du monde, la boîte était encore petite, je sais pas quel chiffre d'affaires tu faisais à peu près à l'époque, mais tu te dis... On devait faire entre 5 et 10 millions sur la partie VTC, et on devait être autour d'1 million d'ARR. 1 million de revenus récurrents sur la partie Ouais. Uso, donc là, tu avais la techno. Ouais, Quoi. je crois. Et avec ces chiffres-là, tu t'es pas fait une petite Zuckerberg de se dire, tiens, on vous rachète, je sais plus, à l'époque, qui avait proposé de le racheter 1 milliard ou 2 milliards, puis il dit non, j'en ai encore sous le coude, et les raisons, c'est qu'après, c'est monté à 30 milliards ou 32 milliards, mais à ce moment-là, tu te dis, bon, on va te faire une levée de fonds, on n'a pas besoin d'argent, on a du On monde avait qui un nous peu tourne besoin autour. d'argent parce qu'on n'était quand même pas hyper serein, et puis Ouais. ça part toujours plus vite que tu l'espères. On savait qu'on allait, de toute façon, on allait devoir se relancer dans une levée, on était usé. Là, c'est vraiment le fait d'être à plusieurs associés. Moi, clairement, on n'avait pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Ouais, toi, c'était quoi Perso. ton objectif? C'est quoi? C'était pas un objectif financier. Moi, c'était un objectif plus de pénétration du marché. Tu t'es dit, il faut que je fasse 10-15% et après je vendrai, ou 20% du marché. Et... Ouais, c'était ça. J'étais pas allé assez loin. On n'avait pas craqué le truc. C'était pas un service comme chauffeur privé à l'époque qui s'auto-alimentait parce qu'il y avait plus de chauffeurs, plus de clients. On n'avait pas trouvé la martingale. Ouais. Et moi, j'avais vraiment envie, d'un point de vue purement intellectuel, d'aller au bout des choses. Et ça, c'est une des erreurs qu'on a faites avec mes associés, parce que même avec Béchier, on l'a fait, c'est qu'on n'avait pas partagé en amont notre vision du succès. Et on avait tous nos backgrounds différents, une éducation différente, je dirais des buffers différents familiaux, des choses comme ça. Ouais. Et on n'avait jamais partagé ça ensemble. On s'était jamais aligné sur ce qu'était le succès. On avait passé énormément de temps à faire les specs techniques des trucs qui n'ont jamais été développés. Mais on s'est jamais dit dans le blanc des yeux, c'est quoi toi, alors, en termes de part de marché, en termes de réussite personnelle, mais aussi en termes de chiffres, quoi. De patrimoine. C'est quoi toi, ce qui là où jusqu'où tu veux aller, et puis au-delà duquel, en fait. Moi, j'ai post-rationalisé énormément, parce que ce qui est étonnant, c'est que ma dispute avec le deuxième associé, elle date d'après la vente. Ouais. Donc jusqu'à la vente, ça s'est très bien passé. Enfin, en tout cas pour moi, et lui, je pense, a un peu refait la partie a posteriori. Mais ce que j'ai conclu, c'est que moi, j'étais pas encore là où je voulais aller. Et donc, quelque part, j'étais prêt à prendre le risque d'aller au-delà. Et je pense que les deux autres associés étaient déjà au-delà de ce qu'ils identifiaient comme étant la réussite. D'accord. Là, pour parler un peu chiffres, on parle de quoi? On parle quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros par personne. Ouais. Donc, quelques millions par personne. Donc, ce que tu dis, c'est en fait tes associés, eux, ils ont. C'est pas un jugement, encore une fois. C'est juste, je pense que ça a changé nos vies. Ouais. Très clairement. Tu t'y attends pas, donc forcément, déjà, il y a quelque chose qui t'interpelle. Quelques millions qui arrivent, tu dis finalement, c'était pas prévu, c'est génial. Donc je pense qu'à partir du moment où tu visualises cet argent sur ton compte en banque et que tu te rends compte des possibilités que ça peut t'apporter, des différences. Voilà, moi, j'ai la chance, j'ai des parents qui auraient pu payer mes loyers si jamais on était allé au tas. Mais c'est pas le cas. Enfin voilà, je bouffais des pâtes, quoi. Enfin, la réalité m'obligeait à dire que je bouffais des pâtes. Je regardais moins de dépenses. Quand j'allais boire des coups avec des potes, je prenais une bière. Et puis voilà. Ouais, même pas, parce qu'ils étaient pour la plupart aussi entrepreneurs. Mais donc oui, moi, ça m'allait de continuer dans ce mode. Toi, tu pouvais te le permettre, et parce que tu pouvais te le permettre de te dire, mon objectif de réussite, je le mets à un niveau où je suis prêt à faire des efforts supplémentaires et je peux les assumer. Et je suis prêt à perdre ce qu'on me propose. Et ça, je pense que mes autres associés ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont eu raison et qui m'ont convaincu de dire, maintenant on arrête les conneries, le train. On a discuté aussi avec nos actionnaires. Le train peut passer qu'une fois, quoi. Exactement. C'est souvent, on l'oublie ça. On pense et si passe qu'une fois, t'as rien d'un con. Ouais. Et puis, je pense qu'il y avait il y avait peut-être un peu d'ego aussi de dire, moi je connaissais bien Yann Asquette, on jouait au squash ensemble et voilà,
il y avait probablement une question d'ego. Ouais. Et Celui, il n'avait pas encore vendu à ce moment-là. Non, il a vendu 6 mois après. 6 mois après. Ouais. Ouais, donc il y avait un vrai mouvement de marché. C'est souvent, on l'oublie, hein, parce que quand, comme tu dis, le train il passe qu'une seule fois, souvent on pense qu'on peut faire mieux. Alors peut-être aux États-Unis, mais en France, souvent quand le train ça commence à frapper à la porte de manière non sollicitée, il faut vraiment se mettre autour d'une table, parce que ça veut dire que si c'est pas toi, c'est un autre. Et exactement. Fait, nous, on avait conscience de ça. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a eu un changement de réglementation a posteriori, après les ventes de chauffeurs privés de Marcel, et depuis les acteurs de VTC ils végètent, ils galèrent, c'est dur, il y a des pénuries de chauffeurs, et donc effectivement le train pour le coup il est passé qu'une fois, et nous on a eu la chance, j'en sais rien, en tout cas on l'a pris quoi. Ouais. Et donc ça j'en serais éternellement reconnaissant, parce que très clairement nous on a, dans des conditions de marché différentes, avec une réglementation qui change, un an après je pense qu'on n'aurait pas levé, que ouais, ça aurait été plus mort. Et là, vous seriez pour le coup vraiment. Ah ouais, là, ouais. Et puis là, non, mais là, ça d'une manière ou d'une autre, ça aurait fait l'aventure, quoi. Et donc là, vous décidez de vendre. Tu choisis Renault, parce que c'est ceux qui vous fait une propale à l'époque. Non, c'est ceux pour lesquels il y a le plus de synergie industrielle. Je pense qu'on adhérait plus aussi au projet. L'offre de Sixt était initialement plus importante. En cash, ouais. En cash, ouais. Pur cash. Mais avec une approche, le podcast est en français donc ils ne m'entendent pas, mais qui était genre vos actionnaires sont votre problème. Ouais. Donc en gros, ils voulaient nous pousser à nous asseoir sur nos actionnaires. En gros, ils nous donnaient un package, on se démerde. Ouais, d'accord. Donc après ISO, ils te demandaient de prendre plus qu'un autre, mais sur des actionnaires, quoi. Et ils disent, des actionnaires, votre boîte, elle est un peu pérable, ils vont faire x2, ils seront contents. Ouais. On a des actionnaires qui ont fait beaucoup plus que x2, et tant mieux pour eux, j'en suis ravi. Oui. Mais ils voulaient minimiser le ROI des actionnaires. Ouais. Donc il y avait une approche. Il y avait une approche qui n'était pas saine. Ils n'avaient pas une réputation d'hyper bon payeur d'earn-out à l'époque. Ouais. Donc il y avait 2-3 trucs. Et puis d'un point de vue purement opérationnel, Renault, dès le premier jour, ils nous ont. Enfin, on avait ce projet de Zoé ensemble. On a vu la pertinence du projet. Et puis ils ont mis plus de ressources. Enfin, il y a quand même pas mal de signaux faibles qui nous ont montré que si on se mettait au lit avec Sixt, il y avait quand même une chance non négligeable qu'on soit déçu au final. Et que, comme ça peut arriver pour notre boîte, ils essaient de nous racheter à la casse 6 mois après, quoi. Et donc là, il y avait et puis mine de rien, tu as l'État français qui à l'époque était actionnaire à hauteur de 20%. Tu avais quand même énormément de signaux rassurants. Et donc nous, on a été. Ouais, la question s'est pas posée longtemps. D'accord. Même si. Bon, en termes d'earn-out, Sixt pouvait être démesurément plus important. Mais beaucoup moins certain, quoi. Donc, beaucoup moins certain. Et en l'occurrence, je pense qu'on a bien fait, parce qu'il n'y avait pas les conditions de marché pour qu'on réalise un bel earn-out. Ouais. Enfin, un earn-out life-changing, quoi. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé de voir les sous arriver sur le compte? Ça a changé quoi dans ta vie? Tu disais tout à l'heure, tu avais une femme, 3 enfants, tu avais ton dernier petit bébé là, qui venait d'être décédé. Qu'est-ce que ça change dans tes priorités? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Quelles sont les premières actions que tu as faites, toi, avec ça? Alors, au début, enfin, les chiffres ne sont pas publics, donc je ne vais pas donner de chiffres. Mais en gros, j'ai gagné un peu d'argent qui me permet de voir venir, mais il faut que je... Tu ne veux pas t'arrêter là? Non, je ne veux pas et je ne peux pas. Mais ouais, ça change bien la vie. La première réaction, c'est que tu ne sais pas trop si tu mérites cet argent, et il pue un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est assez... j'ai un souvenir horrible, c'est que le soir... tu vois, le soir vraiment du signing, on est avec 5 potes, avec mon associé, et tu vois, on était lessivés, l'adrénaline qui retombe et tout, et je me rends compte le lendemain matin qu'on leur a même pas proposé de payer la note, quoi. Non, mais parce que on était, et je me dis, ça c'est vraiment, et je pense que eux ont dû être outrés. Ouais. C'était horrible, et donc au début tu sais pas trop quoi faire de cet argent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas pris moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris un petit peu d'argent de quoi contribuer à l'achat d'un appart. Et ensuite, j'ai mis ça dans une holding patrimoniale. Et je réinvestis tout aujourd'hui parce que la vision, probablement,
En gros, moi, je considère que le risque entrepreneurial, c'est moi qui le prends. Mais qu'ensuite, quand je construis du capital, j'ai envie que ça tourne un peu et pour mes enfants, ma femme. Et donc, ouais, j'ai réinvesti énormément dans des boîtes et je continue à le faire. Alors, dans des startups, et puis quand tu as moins de temps, dans des fonds, parce que au final, en tant que business angel, à moins vraiment d'avoir un edge particulier. Quand tu viens voir Bertrand Altmaier, en général, c'est que tu as pris des bûches par pas mal de fonds et de BA de premier ordre. Donc, il faut faire gaffe des dossiers que tu reçois. En revanche, voilà, moi, je suis ravi d'être chez Electra parce que Aurélien est un copain. Et donc, j'ai 2-3 boîtes dans lesquelles j'ai un edge, effectivement. Il y a des raisons objectives pour lesquelles j'ai investi. Mais le reste du temps, moi, je vois pas forcément les dossiers les plus beaux. Donc, je préfère confier une partie de l'argent à des fonds. Puis, de la même manière, voilà, il y a VC, puis il y a des fonds plus late stage qui probablement ont moins de volatilité, moins d'espérance de gain, mais plus de certitude. Donc, tu as fait une répartition patrimoniale de ton risque, rendement, entre ce que tu aimes pour t'amuser et de jouer un billet sur des sujets qui te plaisent ou sur des aventures entrepreneuriales. Crotte-sec, on a fait ensemble. Et puis des paris plus placement, long terme, rendement, pour permettre d'asseoir une redistribution. Là, c'est mes cours de finance de dernière année d'HEC, diversification. Diversification. Donc tu l'as mis en pratique. Là, et donc on revient à Renault. Donc là, c'est le moment où arrive la cession. Derrière, tu as une continuité opérationnelle. Le deal, c'était combien de temps? Tu dis rester combien? 2 ans, 3 ans? 18 mois. Oui, c'est presque qu'on constate. Et derrière, comment se passer 18 mois? Ça se passe bien? Tu en avais marre? Très vite, tu avais voulu de revenir à l'entrepreneuriat? Tu t'es rendu compte? Est-ce que tu t'es rendu compte? Souvent, c'est le syndrome, les entrepreneurs qui vendent leur boîte pensent qu'ils sont encore chez eux après la vente. Et ils se rendent compte très vite, une fois que le signing est passé, qu'ils ne sont plus vraiment chez eux. Et la raison pour laquelle souvent ça dure. L'après-vente dure 6 à 12 mois max et c'est un peu difficile à vivre. Alors c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est que moi j'avais totalement conscience que j'étais plus chez moi. Et je pense que Renault avait encore l'impression d'être chez moi. Et que j'étais finalement responsable qu'il pouvait me taper sur la tête parce qu'il y avait des chiffres qui n'étaient pas... Et la réalité, c'est qu'elle est un peu plus complexe, c'est que on a connu un changement de gouvernance assez important puisque quelques mois après la vente, les équipes qui nous avaient vendu, qui étaient les équipes de Carlos Ghosn, ont disparu. Donc, avec l'incarcération de Carlos Ghosn. Donc, on a été assez rapidement... Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, mais ils savaient plus trop quoi faire de nous, parce que c'était un projet des mobilités qui a été poussé par des équipes de Carlos Ghosn, en particulier par les équipes de RCI. Le CEO RCI qui était RCI, la banque c'est le Mobilize maintenant, qui était la banque qui fait le leasing des voitures Renault. Ils ont une banque en interne, il faut expliquer, c'est qu'il y a une division qui fait de la banque. Et la personne qui était en charge, avec laquelle ça se passait très bien, il a été appelé pour prendre la direction de Nissan Europe, qui se passait pas bien. Donc d'un coup, on n'a plus de sponsors en interne. Donc on était quand même un centre de coût pour eux. À un moment où le marché de l'automobile se retourne. Enfin, il y avait plein de choses. Et puis assez rapidement, après 6 mois de lune de miel, où là c'était cool, j'ai rencontré toutes les équipes B2B, pareil, même logique de synergie avec les équipes qui vendaient des voitures à des entreprises. Tout va bien, on fait le salon de l'auto, on a un méga stand de salon de l'auto, et puis là, shit, et beaucoup de politique. On est brinque-ballé dans différentes BU, on change de... Et puis voilà, moi je suis parti au bout de... Alors en fait, on avait un earn-out sur 18 mois, mais une obligation de présence sur 2 ans. Donc, je suis parti au bout de 2 ans et 10 jours. D'accord, et donc ça a été un peu painful à vivre ces 2 ans là, une fois passé cet épisode qui était sympa les 6 premiers mois. Tu l'as subi, pas génial. C'était pas génial. Et là, on sait que tu as entrepris après. Comment tu as commencé à penser à des projets durant cette période-là où tu étais un peu baladé à l'intérieur du groupe Renault, où tu t'es dit... Non, pour le coup, j'avais pas envie de penser à mon projet suivant en étant payé par Renault. Je trouvais que c'était pas fair. Donc j'étais dédié
dédié à la boîte jusqu'au dernier jour. C'est sûr que je faisais plus l'écart la nuit et le week-end, quoi. Ça, c'était certain. Mais d'ailleurs, l'avantage quand tu rejoins un groupe comme ça, c'est que quand tu es entrepreneur, quand il y a des charges, des missions en plus à faire, c'est souvent le DG, le fondateur qui le fait. Il n'y a plus personne. Dans un groupe comme Renault, tu recrutes quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était un luxe. On était 50 quand on a vendu la boîte. On devait être 100. Entre les deux équipes, on devait être 150, je pense, quand je suis parti. Ouais. Et donc ça, c'est confort. Ouais. Très vite, tu te staffes, probablement un peu trop aussi, pour faire les choses. Et ouais, il y a quand même un petit contre-coup après le départ. Moi, j'avais la chance sur les conseils de Renault, d'avoir un coach perso, pro, mais qui m'accompagne et qui continue de m'accompagner aujourd'hui d'ailleurs. Je voulais passer un petit coucou. Ouais, Charlotte Bise. Charlotte Bise, c'est son famille. Ah d'accord. Ouais. Non, c'est vraiment génial et ça m'a vachement aidé à faire. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot parce que je l'ai vécu depuis, mais c'est un petit deuil quand même. Ouais. Et c'est les mêmes étapes du deuil, déni, colère. Quand tu quittes la boîte que tu as créée, quoi. Ouais. Et mais ça m'a aidé d'avoir un coach. Je pense que ça m'a aidé d'avoir ce coach déjà qui m'accompagnait auparavant, parce qu'elle m'a pas découvert au moment de la vente et que donc ça m'a permis d'avoir une certaine continuité dans l'échange. Ouais. Et puis donc elle m'a suggéré de faire un truc, de me dire écoute, t'as fait donc je suis parti en 2019, donc ça faisait quasiment 6 ans que je faisais le truc à fond. Donc 4 ans en standalone et 2 ans avec Renault. Et là elle me dit fais-toi une année sabbatique. Et tu repars en Afrique. Non. Non. Et elle me dit ce qui est important, et ça je trouve que c'est intéressant parce que je l'ai pas fait à ce moment-là, mais je l'ai fait plus tard, et donc je confirme que c'est hyper important. Si tu te mets pas de date, si tu te mets pas un objectif, un calendrier précis, tout le temps que tu passes pour toi, c'est du mauvais temps parce que tu passes à culpabiliser de pas faire des choses. Ouais. Et tu te passes pas à kiffer. Et au bout de quelques semaines, mois, et qu'on parle de quelques semaines ou même plus, 6 mois, projet, 1 an, 18 mois. Mais si tu mets une date, comme ça, au moins, tu penses à rien et tu culpabilises pas pendant cette période. Et donc, elle m'a conseillé de faire ça. Je l'ai pas fait. Il se trouve que le Covid est arrivé très rapidement. Ouais. Donc, finalement, j'ai eu 3 mois. Je suis parti en octobre. Enfin, je sais pas, entre le départ et la décision et le départ effectif, je me souviens plus exactement, mais j'ai eu 3 mois à rien, de trou entre le Covid et la fin de mon expérience chez Marcel. Et là, pendant 3 mois, tu fais rien, et puis tu fais rien. Moi, si j'avais 3 enfants quand même, donc c'est déjà quasiment un job à plein temps. Et tu les vois parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Tu refais beaucoup de sport. Et tu prends un peu de temps pour toi. Et puis le Covid arrive, et là, à ce moment-là, je suis contacté par des chasseurs de tête pour prendre la direction générale de Cityscoot, qui vient de lever pas mal d'argent. Ouais. Et dans le cadre de la levée, le fondateur se voit imposer la nomination d'un DG parce qu'il y a quelques manques humains qui sont identifiés, et puis parce qu'il y a une histoire un peu tragique, mais le meilleur pote du fondateur était décédé, qui était aussi son bras droit, qui était opérationnel dans la société, qui était associé. Bruno Van Rieb, qui était oui, qui était patron d'une ESN. Exactement, et qui avait un rôle il était très actif dans Cityscoot. D'accord, je savais pas qu'il avait. Et en plus, c'était, je crois, un des meilleurs potes du fondateur. Et donc il y a ce double deuil qui, pour le coup, est un vrai deuil à gérer de son côté. Et donc les fonds, je pense intelligemment, disent il est sain d'avoir une nouvelle tête qui vient prendre ce rôle. Et puis il y en a besoin, quoi. C'était patron d'avant Quest, je me souviens, sa boîte côté. Exactement.
logiciel. Et donc voilà. Et donc là, toi, à ce moment-là, quand tu as rejoint Cityscoot, ils avaient déjà levé combien à peu près? Je ne sais plus quand ça date. Ça avait démarré en 2016, Ça a démarré en 2017. 2015, ouais. 2015, d'accord. Et ça avait dû lever 50 ou 60 millions. À ce moment-là, quoi, déjà. Ouais. D'ailleurs, je me souviens, c'était un sujet hyper important parce qu'en 2015-2017, on n'était pas encore sur des très grosses levées de fonds. Et pourtant, Cityscoot avait très tôt, dans ses premiers tours, réussi à lever 10-15 millions. Ouais, c'était des grosses levées. C'était hallucinant. Et ça avait été fait, il me semble d'ailleurs, principalement auprès d'entrepreneurs ou de familles. Il y a eu 2 tours d'entrepreneurs. Il y a eu pas mal de tours d'entrepreneurs, mais qui correspondaient à chaque fois avec l'achat de nouveaux scooters. Il y avait besoin de collatéral auprès du leaser. Et donc, ouais, il y a eu pas mal de tours. Alors, j'ai plus en tête exactement. Ouais, il y en a eu beaucoup. Il y a eu d'argent des privé, OC. Et puis, il y a eu des fonds aussi assez rapidement. Ouais. Et quels étaient les fonds qui étaient rentrés déjà à ce moment-là? Il y a la Caisse des dépôts, la RATP, Demeter, qui est un fonds infra. Allianz, qui était aussi l'assureur, donc qui connaissait bien le business, qui est rentré. Ça, c'était les principaux. Principalement des corporates, quoi. Ouais. On a mis des méters, mais c'est principalement des corporates, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, toi, tu es rentré, il y avait déjà tout ce petit monde. Il y avait tout le monde. La situation a été difficile parce qu'il y avait tout le monde. La boîte avait fait ses BP jusqu'en 2020 à l'euro près. Donc, le montant levé pour atteindre une certaine taille, un certain nombre de véhicules, ça c'était fait, c'était atteint, il n'y avait rien à reprocher là-dessus. Non. Et le Covid arrive. Oui. Et moi, au même moment dans la boîte. Et là, ça commence à partir en vrille. Alors, il y a des raisons très objectives. Le Covid a eu un impact, c'est 20% de télétravail, 30% de télétravail. 80% des courses étaient liées au domicile travail. Tu prends un énorme haircut sur le chiffre d'affaires. Et puis, il y avait moins de tourisme, il y avait moins de loisirs pendant longtemps. Il ne faut pas oublier les restaurants étaient fermés. Voilà, il y a eu des confinements, des couvre-feux. Les bars, les boîtes de nuit, tout ça. Donc, et donc, tout cet argent, et plus même, parce qu'il y a eu des PGE qui avaient été levés à la base pour développer la boîte. Ils ont servi à éponger les pertes et à limiter. C'était vraiment du damage control, limiter les pertes. Sur une base industrielle, ça c'était un autre élément qui était moins objectif et plus difficile à anticiper, qui vieillissait déjà. Et j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il est important à un moment où tu as prouvé que le marché se cristallisait, c'est-à-dire que tu avais un produit qui rencontre, une offre qui rencontrait une demande. Il faut se poser la question de savoir comment est-ce que je vais scaler ça, comment je vais l'industrialiser, parce que sinon tu te retrouves à industrialiser un POC et après ça pète de partout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que là, ça pétait de partout, ça commençait à péter de partout, quoi. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que à ce moment-là, il y avait une base qui fonctionnait bien à une certaine échelle, et tu te dis, plutôt que d'envoyer les watts et de généraliser le service, de l'étendre à d'autres villes, etc., fallait peut-être plutôt se poser la question de optimiser le prix, optimiser la maintenance, optimiser la rotation. Je vais donner des exemples assez précis. Il y avait un scooter qui était un scooter une base du début des années 2010, allemand, qui avait été transformé par des ingés hyper brillants, mais qui étaient des ingés qui étaient dans un garage, quoi, pour en faire le Cityscoot qu'on voit dans les rues. Donc, qui était assez bricolé dans la réalité. La technologie de batterie, elle était développée en interne. Aujourd'hui, tu as des boîtes, tu as des licornes qui développent des batteries. C'est pas chez Cityscoot qu'on est capable de sortir la meilleure batterie. Et en fait, tout était vachement homemade. Et c'était exactement ce qu'il fallait parce que ça permettait de le faire à moindre coût pour prouver à Paris qu'il y avait un marché. En revanche, pour développer sur Paris en entier avec des milliers de scooters, ça marchait plus. Et moi, ce que j'ai découvert après, c'est que structurellement, la boîte, plus le chiffre d'affaires grossissait, plus les pertes grossissaient. C'était mathématique. Oui, d'accord. En fait, comme le verre était dans le fruit, en reproduisant. Il aurait fallu se dire, voilà, mais c'est beaucoup plus facile a posteriori, parce on en parlait tout à l'heure. La somme d'optimum locaux fait pas un optimum global, quoi. Donc, à chaque moment, les actionnaires, les équipes dirigeantes dont j'ai fait partie à un moment, ont fait tout pour optimiser la situation à un instant T,
avec des conditions de marché, avec le Covid, avec des actionnaires qui disent on a levé, on vient de lever, mettre 25 millions à une valo délirante, il faut que ça crache, donc il faut y aller. Et donc à aucun moment il y a eu cette prise de recul générale de dire ok les gars, mais comment on y va? T'as pas eu ce sas de décompression où tu te dis attendez, on fait un peu notre checklist interne avant de se lancer dans une bataille où on se dit on risque de perdre le contrôle parce que ça va vibrer, branler de partout et que finalement on va pas pouvoir reprendre un truc qui est en train de s'effriter de tous les côtés, quoi. Et ce qui est triste, c'est que là on se parle quelques jours après la mise en liquidation de la société, c'est que on est mis une semaine après le redressement et la reprise par Cooltra. Alors la société est mise en liquidation et les actifs sont récupérés par Cooltra. Donc la société va disparaître, mais mais c'est pas un redressement, c'est pas un redressement. Le redressement est fait. Enfin, c'est pas un redressement judiciaire. Non, ils reprennent pas la boîte pour l'intégrer. Ils gardent les actifs, mais les passifs les concernent pas. Et donc oui, ce qui est le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, tu fais avec la techno disponible actuellement, que ça soit scooter, IoT, la batterie, infrastructure, tech, de zéro, tu montes un business model, alors pas très rentable, je pense, mais en tout cas à l'équilibre. Un truc qui tourne. Ouais. Donc, en fait, la boîte, elle est morte guérie. C'est ça qui est triste. Ouais. C'est qu'il y avait tout. Il y a énormément d'améliorations et de choses qui ont été changées. La tech, elle était bien pour la POC, mais elle n'était pas bien pour scaler. Donc, en fait, le coût des serveurs, il explosait avec le volume, ce qui n'était pas possible. Il y avait plein de petites choses comme ça. Mais au final, ces choses, elles ont été identifiées pendant plein d'années de travail et la boîte, elle est quasiment morte guérie, quoi. Mais et toi, t'es venu entre autres à un moment où tu as dû gérer tous ces sujets-là. Alors, moi, je suis venu en tant que DG. À la base, ma mission, c'était vraiment structurer la boîte pour lui permettre de passer à l'échelle, quoi. Parce que j'avais fondé une boîte, levé des fonds, alors pas énormément, mais levé un peu de fonds, cédé la boîte. Et ce que j'avais fait pendant 1 an, quand même 2 ans chez Renault, c'est que j'avais organisé la boîte pour qu'elle soit capable de scaler. Il se trouve qu'elle n'a jamais vraiment scalé, Marcel, après mon départ, pour les raisons que j'évoquais avant. Mais moi, ma mission, c'était... Et donc, j'avais une équipe qui était capable de faire x10 en chiffre d'affaires. Mais je l'avais fait, j'avais mis en place des équipes produits, la data, on était piloté par KPI, l'organisation de la boîte était hyper efficiente. Et donc ça avait assez plu aux actionnaires qui avaient poussé à mon recrutement. Il se trouve que j'avais bossé en plus déjà avec 2 actionnaires dans mes vies précédentes, un chez Macquarie, l'autre parce que Marcel bossait aussi un peu avec la RATP. Et moi je me retrouve à devoir scaler, avec comme objectif de scaler une boîte. On arrive avec le Covid qui finalement nous met un énorme holà. Et puis moi, l'audit interne que j'avais pas fait, et ça c'est vraiment une erreur que je reproduirai pas, c'est avant de m'engager dans un nouveau projet, il faut aller tâter le cul la vache, quoi. Vraiment. Là, moi j'y suis allé de la même manière qu'il a levé énormément d'argent. Le fondateur, il m'a vachement séduit. Il y avait Uber qui venait de rentrer au capital, ça on sait pas trop, mais donc, en mode ils vont nous racheter. Uber a changé de stratégie, donc plus d'opérations, donc plus de deals. Il y avait énormément de choses qui étaient hyper tentantes. Et puis le service, il est génial. C'est juste, il était génial, c'était hyper bonne qualité. Alors ça avait un coût. Bien sûr. C'est ça qu'on ne sait pas aujourd'hui. Il y a différentes sortes de succès. Il y a des succès d'estime, succès commerciaux, succès financiers. Alors on est bien au-delà du succès d'estime pour Cityscoot. Le succès commercial, il est évident. Ça n'a jamais été un succès financier. On n'a jamais pu générer du cash. Ça faisait quelle taille, quoi, au mieux? Jusqu'à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. 20 millions de chiffre d'affaires, principalement du B2B, du B2C, pardon. 100% de B2C. 199,9% de B2C, ok. Raison simple, c'est que si t'es DRH, tu vas pas pousser du scooter à tes employés. C'est trop dangereux, tu vas pas encourager. Il y en a un qui se suit, c'est vraiment... c'est foutu. Ok, donc là, tu dis monter une 20aine de millions. Toi, tu estimes c'était combien le coût de la tech pour un produit comme ça? C'est combien? C'est 4-5 millions, 10 millions par an? Non, il faut que ce soit moins.
Ah, faut que ça soit moins. Mais Ah toi, ouais. c'était déjà moins ou toi, Non, tu t'es c'était fait en plus. sorte? C'était probablement. Dans les souvenirs, c'était plus de 6 millions, 6-7 millions entre 6-7 les millions. devs, l'infra. Les devs, les serveurs, l'hébergement Ouais. de service. Il y avait des grosses équipes qui étaient toutes hyper compétentes. Mais encore une fois, le service, il a été monté de proche en proche. Ouais. Et c'est-à-dire que on a un besoin, on le développe, on a un problème, on le résout. Ouais. Plutôt que d'avoir une vision high level. Ouais. Et moi, c'est un des trucs qui m'a étonné quand je suis arrivé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de vision produit. D'ailleurs, le Scout, enfin, c'était pas très user-friendly, l'application à l'époque. Mais Parce voilà, que ça fonctionnait. Toi, t'en avais deux. Tu avais l'application en termes de user interface et de produit, puisque c'est exact, tu faisais tout. Puis après, il y avait aussi s'occuper d'un hardware, l'interface avec un scooter, le faire évoluer ce Ouais, produit. et puis ce qu'on voit pas, tu avais Ouais. tout l'outillage des ops. Ouais, Parce que ce qui coûte hyper cher aussi, c'est l'entretien du véhicule, bien sûr. le suivi, La la dégradation. maintenance. On voulait qu'elle soit prédictive, mais elle Ouais. n'était pas vraiment. Mais Compliqué. mais derrière, tu dois aussi donner aux personnes qui bossent à l'atelier, aux personnes qui sont dans les rues de Paris, enfin qui étaient dans les rues de Paris pour changer batterie. Il faut que tu aies d'autres outils. Ouais. Et donc ça, en fait, tu as plusieurs clients, tu as énormément de clients. Tu as le scooter, le client, l'utilisateur et le client interne. Ouais, maintenance, quoi. Ouais, donc tu dis à peu près, pour faire une boîte de 20 millions, c'est 5-6 millions dans la non, mais tech et les ordres de grandeur, mais je pense que c'est faut se rendre compte de ce que ça coûte. Pour refaire les trucs dans l'ordre chronologique, l'ambition du plan de restructuration, c'était d'aller autour de 3 millions max, quoi. Au niveau de la tech. Ouais. Ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment coupé par deux. Et là, tu te dis, forcément, avec l'organisation, comme tu gères une infra, ça risque de passer par une réduction soit de la qualité de service, soit du nombre de scooters que tu tournes. Alors, parce que, non, mais alors là, on rentre vraiment dans les sujets, c'est les sujets de board avec les fonds, quoi. Mais ça devait être un business de centimier. Ouais. Tu vois, quand tu vends. Alors, j'ai pas eu énormément de popularité, j'ai fait augmenter de 75% le prix de la minute, enfin, entre la période où j'étais président, mais c'est juste que c'était le vrai coût des choses. C'est le vrai coup, ouais. Mais, il y a trop de business B2C. Mais c'est un business de centimier. Ouais. Donc derrière, il faut des industriels. Et l'équipe fondatrice de CityScoot, elle avait énormément de volonté, mais c'était pas des industriels. Ouais. Et donc à un moment, pour passer à l'échelle, il faut avoir des compétences, des mecs. Qui viennent de l'industrie, vraiment chercher les économies d'échelle, les économies, on avait des redondances, des doublons, d'accord. Donc tu disais que finalement comprimer de 6 à 3 c'était réalisable parce que l'état d'esprit qu'il y avait dans l'entreprise, la façon dont elle s'était développée, finalement elle n'avait jamais été remise en question pour aller chercher une efficacité, mais il y avait plein de poches d'efficacité, d'efficience à optimiser. Mais il y avait aussi une réalité, c'est que le scooter, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il coûtait beaucoup trop cher parce qu'il n'avait pas une autonomie suffisante. C'est une technologie de 2015. En fait, ça fait x2 tous les ans. Hein, donc, ils étaient pas faits pour l'utilisation en ville. Il y avait beaucoup trop de plastique, il y a tout qui se pétait. Donc, en fait, la maintenance était hyper. Donc, quand par rapport à Cooltrack, qui est l'opérateur qui a repris les actifs de CityScoot, ils ont un scooter qui a 2 à 3 fois plus d'autonomie. Donc les mecs ils passent 3 fois moins dans la route, donc 3 fois moins de coûts. Et en plus, il n'y a rien à péter. Donc tu tombes sur un CityScoot, tu allais l'arracher, c'est pas beau, machin. Combien de fois on a eu un CityScoot avec il manquait une partie de l'aile, le guidon était et donc soit tu veux maintenir un service de qualité, donc ça te coûte les yeux de la tête, ou soit tu acceptes de transiger sur la qualité, mais honnêtement c'est vraiment dégueulasse. Donc ça a été un challenge, et donc la solution ça aurait été de changer de scooter, de techno. T'aurais dû tout amortir et puis relancer une prod. C'est ce qu'on a essayé de faire parce que CityScoot a vécu 8-9 mois de mandat ad hoc, conciliation. De 2021-2022 en gros de janvier 2022 à septembre 2023. 2022. Puis il y a eu un an de respiration et puis il y a eu redressement. C'est ce qui est malheureusement assez classique dans les boîtes en difficulté, c'est que tu penses avoir gagné la partie et puis en fait c'est le plus dur qui arrive. Et donc moi je recruté pour grossir la boîte. Je me souviens, le fondateur il avait des rêves des États-Unis, d'Australie, il voulait répliquer à grande échelle lui.
un truc qui n'était pas réplicable, encore une fois, parce qu'il fallait faire table rase et accepter ce qu'on appelle en finance les sunk costs, quoi. On a fait ses dépenses, on a prouvé, maintenant on repart d'une page blanche. Et puis ensuite, on a été pris dans une spirale de problèmes d'argent parce que le marché reprenait pas, parce qu'on voulait se convaincre que ça allait repartir et puis en fait ça repartait pas. Que moi j'ai beaucoup entendu cette phrase, il faut pas hypothéquer l'avenir, mais en fait à un moment il faut se couper une jambe pour éviter que le corps se gangrène, quoi. Ouais, exactement. Donc à chaque décision était prise avec comme en tête l'objectif, et que ce soit du côté des actionnaires et de tous les comités de direction, le bien de la société. Mais au final ça finit par être une catastrophe parce que la boîte elle est liquidée et que il y a malheureusement 30 personnes qui vont être prises sur les... Moi quand je suis arrivé il y avait 350 personnes. Ouais, donc toi, tu arrives finalement, tu penses passer de 350 à 700 répliqués, tu te chopes le Covid et tu as plutôt fait l'inverse, c'est passer de 350 à quoi, à 150 Ouais, et puis j'ai vraiment, moi j'ai mené, puisque ensuite j'ai pris la suite du fondateur à la demande des actionnaires. Ouais. Donc là, ça s'est un peu mis sur la figure, quoi, grosso modo. Non, moi j'ai toujours gardé une super relation avec le fondateur. Oui, mais entre les actionnaires pour que lui quitte, il y a eu quoi? Il y avait une différence fondamentale de vision. Ouais. Qui était entre le fondateur et les qui illustrait le retournement de marché. C'est en gros les actionnaires ils ont sifflé la fin de la partie. On a mis trop d'argent. On a mis trop d'argent. Maintenant il faut montrer pour générer du cash. Ouais. Et le fondateur il avait encore une vision hyper ambitieuse et il voulait continuer à déployer. Donc il y avait effectivement une incompatibilité d'humeur, de vision, d'exécution. Et puis moi j'étais plus dans l'empathie probablement et donc ils se sont dit on passe d'un Bertrand à un autre parce qu'il s'appelait Bertrand aussi. Et donc ils m'ont proposé de prendre la suite et donc c'est là où moi j'ai mené un plan de restructuration auquel tu n'étais pas préparé, auquel tu n'as jamais été vraiment j'avais préparé. Jamais fait ça. J'étais pas... Honnêtement, je vais sortir une expression sale, mais ouais, on me demande de nettoyer des toilettes que j'avais pas choisies quand même. Et surtout, on m'avait vendu des super toilettes. Alors j'aime pas l'analogie parce que Cityscoot c'est une super boîte et en fait, la force de la boîte c'était ses employés. Ouais. Mais la réalité c'est que c'était un truc indépatouillable d'un point de vue purement opérationnel. Mais le verre était, tu disais ça tout à l'heure, il était dans le fruit au départ. Et il aurait fallu soit que les beaux jours de l'argent gratuit, même si je ne pense pas que c'était un bien à l'économie, bénéfique à l'économie, continue pour qu'on puisse continuer à surfer un peu sur cette vague et probablement peut-être faire une levée supplémentaire et puis prendre ce recul qui était nécessaire. Ouais. Dire il est urgent de rien faire. Moi, ce que j'ai commencé à dire ça, il est urgent de rien faire parce qu'il y a quand même des trucs à faire en interne. Ouais. Et voilà, donc ensuite, restructuration, et puis... Et t'as pas essayé de relever durant la période où parce que 2021, 2023, 2022, on va dire, on était encore dans les années folles où l'argent était facile. Beaucoup de gens s'intéressent de fond à la mobilité, aux nouvelles mobilités. On parlait du monde d'après, on repensait sa façon d'aller au travail avec le télétravail. Il y avait énormément de choses qui poussaient. Il y a beaucoup de fonds, beaucoup d'argent qui étaient sur cette thématique-là. Bon, vos chiffres étaient en baisse. Les chiffres étaient en baisse et surtout les unités économiques, c'était quand même assez pérave. D'accord. Et donc là, ce qui était incroyable, c'est que moi j'ai entendu ça a posteriori, c'est que tout le monde voit Cityscoot lève, tous les fonds ils disent oh, putain trop bien, prends le bec. Ils voient les unités économiques et puis il n'y a même pas de rendez-vous, quoi. Ah, il n'y a même pas de rendez-vous. Ils disent entre l'image qu'on a parce que B2C, on en croise dans la rue. Succès d'estime, succès commercial, succès financier. Ouais. Et donc là, peut-être que si on avait eu plus de fonds, ça se serait passé différemment et qu'on aurait pris les bonnes décisions. Moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, telle quelle, la boîte, elle était morte dans l'œuf. Et qu'il fallait changer énormément de choses et que malheureusement pas forcément les moyens. En interne à ce moment-là il y avait est-ce qu'il y a eu cette décision en interne de se dire bon bah les gars il faut jouer notre va-tout là, je pense qu'on a je sais pas les fonds avec quel pourcentage du capital à peu près, ou le fondateur ou l'équipe fondatrice il restait combien? Alors, je peux pas répondre dans l'ordre. En gros oui, à un moment on fait des bridges, on essaie de faire une levée, on la plante, donc ça aboutit à un bridge. Et donc là, arrive un truc qui est pour un entrepreneur, et ça m'a empêché de dormir pendant 8 mois, on se rapproche de la cessation des paiements. D'accord. Donc toi, tu vois arriver la trésor qui font comme neige au soleil. Surtout,
plus que la trésor, c'est que tu te rends compte que tu n'as plus de trésor suffisante pour payer tes dettes fournisseurs. Donc, t'es vraiment, la boîte, elle est dans le rouge. Et ça, il y a une loi en France qui oblige le responsable légal à déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours. Ouais. Donc là, tu commences à... Et donc, passer le coup de chaud, tu te dis, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? C'était plus une option d'aller lever ailleurs. C'était plus une option d'aller voir les actionnaires, en tout cas tel quel. Donc, tu te dois de proposer une troisième voie. Et c'est ce qu'on a... Après, en gros, le départ du fondateur, moi, c'est la mission qui m'a été confiée par les actionnaire, de dire, on est prêt à te financer pendant quelques mois pour que tu nous proposes un plan de transformation et que tu vends la boîte. Tu vends la boîte, ouais. Donc, c'est le dernier euro qu'on met, tu En nettoies gros, le sujet et tu exactement. t'amènes la boîte à la session. Et donc là, je resserre l'équipe. On était une équipe de 4. Il y avait un comité de direction probablement trop important auparavant. Là, on est 4 en mode guerre. Donc, effectivement, on va tout. Grosse implication des salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés, ils ont tous été remplacés par mon successeur, par mon prédécesseur. Que si lui est parti, alors ça a été difficile entre lui et les actionnaires, mais avec moi, ça a été plutôt serein. Et avec les salariés aussi, il a fait une passation. Il n'est pas parti du jour au lendemain. T'arrives avec une cible sur le dos, quoi. C'est-à-dire que t'es un peu Judas. Et la réalité, c'est que lui, il avait créé une entreprise avec une culture d'entreprise hyper forte. Enfin, je dirais, à part la dimension financière, il avait réussi énormément de choses. D'accord. Mais maintenant, tu es obligé de dire aux gens, il n'y a plus que la thune qui compte, quoi. Ouais. Parce que on n'a plus d'argent. Ma première chose que j'ai fait, c'est de faire les unit economics. Donc aujourd'hui, une course, je dis des chiffres un peu pas les vrais, mais une course moyenne, c'est 5 euros, elle nous en coûte 8. Ouais. Mécaniquement. Donc, comment on fait pour qu'elle nous en coûte ? Donc, ça veut dire moins de market, ça veut dire moins de frais fixes, ça veut dire moins de machin. Ouais. Et donc, là, j'ai essayé d'expliquer. Donc, moi, j'ai ressenti en tout cas un élan de l'entreprise pour y croire encore une fois. Et c'est souvent ce qu'on observe, d'ailleurs, que tu verras. Nous, on l'a vu en tant qu'investisseur. Une sorte de J. C'est-à-dire qu'à un moment, on est un peu perdu, on a fait des levées de fonds, on n'est pas arrivé à ce qu'on souhaite faire, on se pose beaucoup de questions, les fondateurs se posent beaucoup de questions, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait. On n'a pas envie de se couper la main ou le bras. Et puis, si les actionnaires sont un peu courageux et que les fondateurs ne sont pas dans le déni, on arrive très vite à se dire oui, il faut couper, il faut restructurer. Et on a toujours peur de se dire mais que vont dire mes clients, que vont dire les salariés. Mais en fait, on observe que c'est comme quand tu élagues un arbre, il repart plus belle. Et finalement, restent ceux qui y croient vraiment et qui vont tout donner pour aller jusqu'au bout. T'enlèves un petit peu l'épice vinaigre, ceux qui se posent plus de questions, qui essayent de faire avancer les choses. Et on a des boîtes comme ça qui, lorsqu'elles le font à temps, arrivent à mettre un bon coup de talon, remontent à la surface. Et c'est très galvanisant pour les dirigeants et l'équipe qui reste en place parce qu'ils sont capables d'abattre des montagnes, quoi. Et ça, on le voit à chaque fois. Mais il ne faut pas le prendre trop tard. Mais... Ouais, non, mais là, il y a une vraie super dynamique. Et à tel point d'ailleurs que donc moi je gérais en parallèle la boîte, le plan de restructuration, les négociations parce qu'on était en train de renégocier notre dette, parce qu'il y avait une grosse dette financière en plus de l'argent qui a été levé. Je menais un processus de cession, de levée mais d'ailleurs plutôt surtout cession. Ouais. Les fameux dual track. Là. Ouais, exactement. Et toi tu faisais seul, sans banque d'affaires? Non, alors ça je le faisais avec une banque d'affaires. Ouais. T'avais repris Rothschild, non, à l'époque? Non. J'ai des anciennes Rothschild, une banque qui s'appelle Gotten Green. D'accord. C'était mon boss chez Goldman. C'est marrant. Et quand je fais, j'ai beaucoup bossé avec lui chez Goldman. Il était plusieurs niveaux au-dessus de moi. Il a monté avec un autre ancien de chez Rothschild, parce que lui, il a fait Goldman et Rothschild après. Et il a monté sa propre boutique en gros Impact. Ouais. Et qui est vraiment super. Et là, on a commencé un vrai process et avec toute la matière qu'on avait du plan de restructuration, parce qu'on s'est fait accompagner aussi par des cabinets de conseil sur le plan de restructuration, on avait vraiment un deck qui était efficace,
et des unit economics qui du coup s'amélioraient. Enfin, il y avait vraiment quelque chose. Et on a eu des intérêts d'investisseurs. Et sauf que là, les investisseurs historiques se sont retournés et ont dit mais en fait, la soupe, elle est pas mauvaise. Hein. Et donc, ils sont revenus en arrière et c'est eux qui ont fait. Capoter. Non, c'est eux qui ont réinvesti dans la boîte. D'accord. Donc moi, j'avais un besoin de financement de X. Ouais. Ils ont dit en fait, non, on va les prendre. Donc, ils ont rétro-pédalé. Alors, pas tous, il y en a une partie qui ont arrêté, mais principalement la Caisse des dépôts, les RATP. Ils ont dit non, mais en fait, on prend. Parce que la valo était plutôt bonne et. La valo était bonne, ouais. Ouais, la valo était bonne. Donc le marché ayant valorisé. Non, mais là, on était dans une situation de distress, donc c'était pas le même objet qu'un an auparavant, quand on était allé lever et où il n'y avait pas vraiment de cap au montant levé, quoi. Ouais. Parce que tu avais TIR à l'époque qui venait de lever 250 millions. Et donc, moi, alors pour le coup, il y avait le fondateur, moi j'étais DG, donc j'étais pas en front sur ces sujets-là. Ouais. Mais ouais, l'ambition c'était de devenir unicorn, quoi. Et un an après, effectivement, on se retrouve. Et ce qui est très difficile aussi, d'ailleurs, moi j'ai un procès contre moi des minoritaires de Cityscoot. Parce qu'ils comprennent pas comment est-ce que du jour au lendemain la boîte qui était censée payer leur retraite vaut zéro, quoi. Ouais. Et un an après encore est liquidé. Ouais. Mais ouais, la Valo, c'était une reprise en restructuration. Hein, donc Valo super base. Donc là, les fonds historiques se disent finalement, pourquoi se faire diluer par un nouvel entrant, pourquoi pas se reluer nous et apporter ces fonds. Voilà, donc en manière assez défensive. Et toi, tu penses que ça aurait été game changer de prendre ce nouvel acteur ou parce que c'était un fonds de restructuring et qu'il nous aurait apporté la rigueur que pour le coup, moi, j'admets ne pas avoir eu. En tout cas, les 6-7 premières semaines du restructuring. On bossait avec 8 Advisory et je m'étais très bien entendu avec le partenaire avec lequel je bossais. Il m'a dit fais gaffe, c'est vraiment quand tu signes le truc que ça commence. Et quand tu as signé, en fait, il y a 0% du chemin qui est fait. Et te relâche pas. Et après 8 mois à pas dormir, à passer mes vacances en famille en ski, en call, dans le sous-sol parce qu'il y avait des gamins qui pleuraient. Et à pas skier une minute. Bref, vraiment le retour en banque d'AF. Là, moi, je prends un mois de vacances parce que j'en pouvais plus. Puis t'arrives, t'es un peu plus relax, t'as quand même. Et en fait, je pense qu'il y a eu un relâchement collectif. En plus de certaines mauvaises nouvelles, opérationnelles, les scooters qui vieillissaient plus vite que ce qu'on avait anticipé, plein de choses. Et ce qui fait qu'en fait, on a dévié notre plan de restructuring. Et puis là, moi, je suis retourné voir les actionnaires en disant on a un peu dévié, et puis surtout, il faut réinvestir dans l'outil industriel. Ce que je disais, hein, alors, je pense que je le dis avec plus de certitude aujourd'hui, mais il fallait changer la flotte. Nous, on avait peut-être. On était un peu optimiste en se disant qu'en réinvestissant un peu, on pouvait atteindre l'équilibre qui nous permette de convaincre des gens de nous financer la flotte. Qu'en fait, le chemin pour renouveler la flotte, c'était passer par un équilibre opérationnel. Mais on n'y arrivait pas. Et puis les scooters se pétaient. Et puis voilà, moi, j'ai redemandé un peu d'argent aux actionnaires qui m'ont donné à des conditions qui étaient pas tenables, c'est-à-dire en termes de contrôle, de micromanagement. Ouais, donc eux te demandaient j'avais un board par semaine. Ils me demandaient un board par semaine. Ils me demandaient d'avoir une revue market. J'étais marqué à la culotte, comme on dit là. Et puis probablement. Moi, j'étais pas prêt. Il se trouve que dans la vie perso, j'ai eu un décès très proche. J'ai une blessure grave. C'est souvent lié. Donc j'étais alité à ce moment-là. C'était vraiment les planètes qui se désalignaient totalement. Et puis à un moment, j'ai dit stop. J'ai juste dit stop. J'avais fait une petite exit avant. J'ai de quoi voir venir. Tu peux te le permettre. Je peux me le permettre. Même si ça bouffe beaucoup quand même, 3 enfants. Mais et donc voilà. Donc là j'ai dit stop. Stop. J'ai plus la force. J'ai plus. Et ça m'est venu du jour au lendemain. Et ça c'était quand? C'était fin 2022? Mars 2023. Mars 2023. Ouais, donc ça c'est encore. Ouais, c'était il y a moins d'un an, quoi. C'est moins d'un an et je me suis donné du coup une année sabbatique jour pour jour. Donc là j'arrive à la fin. T'as du pot que j'ai répondu à tes mails parce que j'ai arrêté de lire mes mails pendant 6 mois. Et je me suis fait une vraie pause avec
j'ai fait plein de choses, beaucoup de sport, psychanalyse, je me suis remis d'équerre pour la prochaine dizaine, quoi. Je viens d'avoir 40 ans. Pour le prochain projet. Prochaine dizaine, prochain projet. Donc ouais, voilà l'histoire, mais c'est rien de reparler, c'est quand même quelque chose d'intense, quoi. Ah ouais, non mais on le sent d'ailleurs, on le vit avec toi. Et donc toi, après de mars donc 2023, là à ce moment-là, la boîte est en procédure Non, collective. la boîte, elle est. Elle est pas encore en procédure non, alors collective. on est sorti, on a fait Mandat ad hoc. on a fait mandat ad hoc. Conciliation. Ensuite, on a fait 4 mois plus 1 de conciliation. Ouais. Donc, je crois que tu as la possibilité de c'est d'étendre. Donc, on a fait 8 mois de procédure collective confidentielle. Confidentielle, ouais. Et donc là, on a signé un protocole de conciliation à ce moment-là, qui a mis 2 mois à être validé par le tribunal de commerce. Ouais, donc là, pour expliquer, c'est tu t'engages sur les plans économiques. En gros, tu as les actionnaires. En gros, à un moment, tu arrives à faire cristalliser toutes les parties prenantes. Ouais. En gros, en dehors de l'interne, c'est-à-dire tous tes créanciers, dont l'État, l'URSSAF, les banques, les banques, qui acceptent de soit réétaler, soit s'asseoir sur une partie des créances, donc à condition qu'il y ait on appelle ça du new money, donc de l'argent qui soit réinvesti par des actionnaires, en l'occurrence des actionnaires historiques, mais ça peut être aussi des nouveaux actionnaires. Et souvent, quand on voit des fonds de restructuring qui participent, c'est ce new money qu'ils apportent. Et donc là, on signe alors heureusement, le SPA de Marseille, je l'ai signé à la main. Donc, mais maintenant, c'est digitalisé, mais c'est des gros annuaires. Des gros annuaires de doc. Et ensuite, ces documents sont visés par le président du tribunal de commerce. Moi, après, je suis allé auditionner par le président du tribunal de commerce alors c'était pas en podcast, mais pour raconter un peu l'histoire et pourquoi est-ce que il faut qu'il homologue ce protocole de conciliation, ce qui permet aux investisseurs, aux nouveaux investisseurs de sécuriser leur argent. En gros, ils ont la priorité sur ce nouvel argent est protégé. Et on appelle ça le privilège du new money. Alors l'inconvénient, c'est que c'est public. Et donc, il y a eu effectivement une publicité des difficultés financières. Et puis voilà. Et donc là, il y a eu je dirais 1 an d'opération avec l'argent qui avait été. Donc moi, j'ai été présent 6 mois, mais ensuite, c'est des managers de transition qui ont repris la société. Et puis après, il y a eu le redressement judiciaire et la liquidation qui a été... D'accord. Donc, management par intérim. Donc là, c'est les actionnaires, quand toi, tu décides de déclarer la fin. Là, les actionnaires prennent un ou plusieurs managers de transition. Et un cabinet. Un cabinet. Structure de... Pignon sur rue, là, qui fait que ça. Là, arrivent des gens qui connaissent le secteur, connaissent la mobilité, rien du tout. Non, ils viennent là pour gérer au millimètre et s'assurer. Ils connaissent les situations difficiles. Oui. Donc, je dirais que c'est des personnes... Moi, j'ai été peu... je les ai peu vues, mais très froides, dans le sens où, factuel. Y a pas, moi, je suis entrepreneur dans l'empathie. J'ai vécu cette expérience. J'ai essayé de faire en sorte. Je croyais au projet. J'ai essayé de faire en sorte de développer que les gens qui passent par Cityscoot se développent, ressortent grandis de la boîte. Là, c'est plus froid, quoi. On n'est pas sur le développement personnel, on est plus sur l'exécution et l'impact, on est plus sur l'exécution. Mais c'est des gens qui ont un vrai intérêt, parce que, en l'occurrence, ils n'ont pas réussi à sauver Cityscoot, mais ils ont réussi à sauver d'autres boîtes. Et que de temps en temps, à différents moments, il faut des compétences différentes. Et d'ailleurs, même dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand tu as des boîtes qui grossissent, à certains moments, tu dois avoir des managers plus expérimentés qui viennent accompagner les fondateurs, parce qu'ils ont plus ils sont pas équipés, quoi. C'est vraiment une question d'expérience. Et donc là, effectivement, moi, je me sentais plus la bonne personne. J'avais plus l'énergie pour diverses raisons que j'exposais. Et donc, là, pour le coup, ils ont eu... c'était des personnes qui avaient une approche assez orthogonale à la mienne. D'accord. Donc, eux, ils font quoi, 6-8 mois? Et puis... moi, après, je sais pas trop, parce que j'ai coupé, quoi. J'ai vraiment coupé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a amené à pas forcément respecter l'homologation du plan pour des raisons. Non, le BP était difficile à atteindre. Il était optimiste, tout le monde y croyait, parce qu'au moment où tu signes le protocole, tu as l'impression d'avoir sauvé la boîte, et puis la réalité, elle est différente.
a été malheureusement différente. Moi, j'ai la conviction que le marché de la micromobilité et le monde de demain, la ville de demain, elle est assez différente de ce qu'on voit. Moi, en 2017, une des raisons pour laquelle Renault rachète le logiciel Yuso, c'est qu'ils imaginent utiliser Yuso dans son véhicule autonome. Ouais, d'accord. Le véhicule autonome, il était électrique, autonome et partagé, donc booké à la Uber. Et donc, eux, ils veulent avoir la techno pour pouvoir booker un véhicule. Pour leur clients, et les discussions qu'on avait, c'était en 2025. Non, mais le temps passe vachement plus vite que ce qu'on pensait. Et puis toutes les innovations mettent toujours plus de temps à arriver sur le marché que ce qu'on pense. Et on se heurte aux freins d'adoption. Et puis le Covid a mis le retournement de l'automobile, même BM et Mercedes qui ont acheté chauffeurs privés aujourd'hui. Leur vision, leur stratégie, ils voulaient mettre des milliards. Ils avaient racheté en grande pompe des trucs d'autopartage, de VTC. Il y a beaucoup moins aujourd'hui, quoi. Et puis je crois qu'ils étaient tous les constructeurs dans une logique d'avoir des revenus récurrents et de se dire que finalement la voiture va devenir un service plus qu'un bien. Et donc quelque part, on va pouvoir s'abonner pour avoir. Ils voulaient pas se faire ubériser. C'est un mot que je déteste, mais en fait désintermédier. C'est-à-dire que eux pensaient que, à juste titre, je pense que la valeur est dans le client. Et donc si tu deviens un pourvoyeur de véhicules pour des plateformes qui ont accès aux clients, tu deviens un échelon de plus dans la chaîne alimentaire et quelque part, sans que ça soit péjoratif, tu deviens le Valeo de la mobilité. Quand Valeo, et pour toi, Valeo, c'est des boîtes avec des revenus qui sont hyper faciles à prédire, avec des marges qui sont très faibles. Exactement. Et Renault, ils veulent pas passer d'une marge de, je dis n'importe quoi, mais de 10 à 2%. Et quand tu deviens une variable d'ajustement, et d'ailleurs on voit bien que Renault en B2B, ils vendent leurs véhicules moins cher qu'en B2C. Eux, ils s'attendaient à devoir avoir un seul client, c'était Uber. Donc ils voulaient développer aussi le B2C et Six, c'était la croyance du moment. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. En tout cas, je pense que les politiques de mobilité des grands constructeurs automobiles sont moins engagées. Et même Uber, ils ont complètement dévié du véhicule autonome. Pour plein de raisons techniques, sociales et compagnie. Et financières. À un moment, ils arrivent. Si aujourd'hui, tu avais 1 heure à passer avec quelqu'un, tu passerais avec qui ? Tu as déjà passé 1h30 avec moi, c'est pas toi, je peux pas. Même si, avec plaisir à nouveau. Est-ce quelqu'un qui t'a marqué Est-ce que tu as une figure, je sais pas, inspirationnelle qui t'a guidé dans tous tes moments à la fois de difficulté ou de joie que tu as pu connaître dans l'entrepreneuriat et qui te rassure, qui t'accompagne dans ces sujets ? Ou peut-être une figure familiale, un ami, Elon Musk Non, je ne suis pas particulièrement ébahi par ces entrepreneurs stars qui, par ailleurs, de ce qu'on voit de leur vie privée, sont pas irréprochables, quoi. Donc, moi, j'ai une conviction, c'est que même moi à mon niveau, si c'est pas des gens comme nous qui essayons d'avoir un impact sur l'avenir de la planète et des sociétés, il y aura personne qui le fera parce qu'on a la chance d'avoir reçu des éducations bien au-dessus de la moyenne, d'avoir un peu de moyens. Et donc quand je vois des mecs comme ça qui s'achètent des yachts ou des îles avec des... Moi je trouve ça un peu flippant. Si, tiens. Alors vraiment, j'ai pas réfléchi, mais moi j'étais à l'école avec Jonathan Benamou, avec qui j'ai échangé plusieurs fois, et moi j'ai trouvé ça assez bluffant, la reconversion qu'il a eue, et le fait de se dédier dans un projet avec vachement plus d'impact après avoir fait du SaaS qui était... qui n'allait pas changer la planète, même si c'était hyper utile. C'était PeopleDoc, non ? Exactement. Et donc, moi, ça me ferait marrer. Et puis, à l'époque, j'avais trouvé très sympathique. Et sinon, une personne qui je me dirais que si j'étais lui, comment je réagirais ou, Joe Biden, Trump, non. Non, Jean Covici, tiens. Je suis vraiment très habité par ça en ce moment, et pas que depuis l'essentiel de réinvestissement que j'ai fait. Je disais que c'est quasiment essentiellement dans des sujets d'impact, des sujets qui ont vocation à soit accompagner l'évolution, donc qui n'ont pas forcément un impact direct, mais qui accompagnent la transition, les transformations, soit qui ont un impact direct. Donc,
Et en termes de hobby, toi, ok, il y a des choses sur lesquelles tu parlais du squash tout à l'heure. T'as des. Alors ça, j'ai totalement arrêté. Parce que ma grosse blessure, c'était une énorme entorse à la cheville avec tout ce qu'on peut imaginer de pire au squash. Et donc, ouais, moi j'ai tennis depuis que je suis gamin. Je joue depuis que j'ai 5 ans et je continue à adorer. Ouais. Maintenant, j'ai un fils de 9 ans qui joue pas mal, donc je partage cette passion avec lui. Euh, euh, non, si j'ai un truc qui me déstresse, c'est que je fais du Rubik's Cube. Donc, t'es un champion de Rubik's Cube. Je suis pas un champion, mais je suis assez fier Tu de te mets des dire que petits je le fais challenges. en moins de 50 secondes et N'importe quel Rubik's Cube. n'importe quel. Ouais. Et j'en ai un dans mon sac là. Et c'est le truc qui me déstresse quand j'ai une Ça te montée détend, quoi. Ouais, ça me détend. Puis Ça te détend, ça te rassure. Ouais, et puis c'est très rare. En fait, c'est très con hein, le Rubik's Cube. Ouais. Il y a pas les mecs qui vont en dessous de 30 secondes, c'est qu'ils connaissent tous les algorithmes. Ouais. Mais jusqu'à 45-50 secondes, en fait, il faut juste être rapide. Ouais. Mais avec un enchaînement d'algorithmes et de stratégies, tu le fais, quasiment systématiquement en dessous d'une minute. Ouais. Donc je suis pas. Je suis pas très bon, mais ça me rassure parce que c'est rassurant. Je réussis encore à le faire, donc ça, je suis en vie, quoi. Et sinon, non, j'avoue que ça soit, on n'en a pas vraiment parlé, mais coaching pro ou accompagnement psychologique. Enfin, moi, ce que je te racontais, je vois une psychologue. Mais pas parce que ça va mal, mais parce que je suis intéressé de mieux comprendre mes leviers. Et voilà, on n'a pas parlé on avait parlé au déjeuner, mais de ce qui m'a probablement poussé inconsciemment à être entrepreneur, c'est que voilà, j'ai une maladie génétique avec laquelle je suis né, qui est l'hémophilie, et qui m'a toujours poussé à me dépasser. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai été entrepreneur. Je suis entrepreneur dans une famille où il y a peu d'entrepreneurs. Ouais. Mes parents sont ingénieurs, ils ont une Cadre, super vie et tout, salarié, mais voilà. pas risk taker comme. Non, mon père, quand je lui ai dit que je prenais un an off, il dit mais t'as 3 gamins, tu prends un off, mais t'es un malade. Enfin, et t'as pas peur? Et non, j'ai pas peur du lendemain. Et je pense que j'ai la chance d'être assez optimiste sur ce qui arrive. Après, j'espère ne pas être déçu, mais je préfère ne pas stresser 2 fois, quoi. Ouais. Ne pas être déçu 2 fois. Aujourd'hui, si tu avais 2-3 startups à nous recommander dans lesquelles investir, que tu vois en ce moment, que tu as vu récemment, dans lesquelles tu as investi, ça serait lesquelles? Alors, pas de nom. Alors, moi, la mobilité, là, j'ai ma claque. Ouais. Mais je pense qu'autour de la mobilité, en particulier de ce qui est autour de la gestion du cycle de vie des batteries, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Parce que, enfin, même pour le renouvelable, le stockage de l'électricité, c'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, avec les technologies actuelles et les ressources naturelles disponibles, on n'a pas de quoi stocker énormément d'énergie. Jean-Marc Jancovici disait que si on extrayait l'intégralité des ressources naturelles disponibles et qu'on pouvait stocker 2 jours de consommation mondiale d'électricité. Donc j'ai pas benchmarké le chiffre, mais ça veut dire que quand même il y a des enjeux, et non seulement il y a des enjeux en amont, donc les modernisations, enfin les ruptures technologiques, mais en aval, où on reste quand même sur de la chimie, c'est des éléments chimiques, et qu'il ne faut pas laisser ça entre les mains de tout le monde. Et donc je pense qu'il y a vraiment c'est là où je parle de business d'accompagnement. Il y a pas mal de business d'accompagnement qui sont très importants pour accompagner ce cycle de vie. Moi, je vais faire un petit nom. Moi, je suis early investor chez Electra, donc je pense que c'est une vraie problématique actuelle aussi. Donc je dis que j'aime plus la mobilité, mais bon, ça reste très proche. Ensuite, non, c'est plus du wishful thinking, mais il se trouve que cette année off, elle a coïncidé avec l'explosion de l'intelligence artificielle, donc je suis totalement à la ramasse. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a plein de business dans l'application qui sont importants. Après, il y a probablement, comme dans beaucoup de hype du moment, des trucs qui vont s'essouffler. On a un niveau assez dingue. Enfin, on a rarement vu des technologies
avec des promesses et des réalisations concrètes arriver aussi rapidement. Et aujourd'hui, nous, on connaît même des PME, TPME qui, si elles le veulent, peuvent intégrer dans leur process de l'intelligence artificielle. On en connaît plusieurs et c'est assez bluffant la facilité avec laquelle on peut tester. Il y a un niveau d'abstraction qui s'est fait qui est sans commune mesure avec ce qu'on a pu... On se lançait, et ça faisait partie des axes d'efficacité opérationnelle avec Cityscoot dans le sujet. On avait un CPO qui était hyper branché AI, et effectivement, il y avait des gains de productivité qui étaient démentiels. Ouais, démentiel. Pour des tâches en plus qui sont frustrantes pour les gens qui les réalisent actuellement. Quoi. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a 10 ans, on parlait beaucoup de big data, c'était les gros enjeux. Alors l'IA, c'est ni plus ni moins qu'un peu du big data amélioré. Et il y avait une marche à franchir pour n'importe quelle boîte de se mettre dans du big data. Il fallait s'équiper de logiciels, bases de données. Il y a tout un process de transformation qu'on n'imaginait pas. Alors qu'aujourd'hui, l'IA, ça va très très vite. N'importe qui peut déjà améliorer ses présentations, peut délivrer un rapport, peut sortir un contrat, faire relire un contrat, et qui se met dans n'importe quel niveau de l'entreprise. Même le code, dans le code aujourd'hui, génération de code. Moi, ce que je comprends, c'est que la génération de code, elle est vachement plus clean. Elle est plus clean, plus secure. On peut très vite lancer une maquette. N'importe qui peut lancer un petit site internet pour faire une petite application démonstration à l'échelle d'un service marketing, ce qui était inenvisageable encore il y a 4-5 ans, sans passer par des consultants, sans passer par des gens qui savaient coder, et passer du concept à un MVP, ça prenait 6-9 mois, ça coûtait 200-300 000 euros. Aujourd'hui, quelqu'un un peu curieux, très vite, il peut sortir en quelques jours et se poser la question de se dire est-ce qu'on va plus loin dans l'industrialisation. En tout cas, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit une innovation qui arrive en très peu de temps à être accessible au plus grand nombre. B2C, B2B, il faut juste donner un peu la peine. Mais avant, ça ne fallait pas que se donner la peine ce qu'on voit. Et ensuite, le dernier secteur qui n'est pas coup de cœur, mais qui pour moi doit être une vraie priorité, c'est autour de l'éducation. Donc les hype peut probablement avoir un... Mais je pense que l'éducation en France, même dans la majeure partie des pays développés, a énormément de choses à faire évoluer. Quand tu payes un instituteur comme quelqu'un qui balaye dans la rue, c'est qu'il y a un problème sociétal et que c'est a priori aujourd'hui une des priorités du gouvernement, mais je pense que ça doit être une priorité commune. Il y a l'exemple du Costa Rica qui a je sais pas si tu connais cet exemple, qui est assez incroyable, qui a en 48 décidé d'arrêter de financer son armée, de tout réinvestir dans l'éducation. Aujourd'hui, tu as 0% d'illettrisme dans le pays, tu as des gens qui parlent anglais dans les moindres recoins. Il y a un vrai shift. Et c'est un shift sociétal, c'est pas simplement une promesse de campagne. Mais je pense que la même manière que je pense que si c'est pas un objectif partagé par tout le monde, et que ça doit être la priorité, il y aura probablement des générations sacrifiées, mais l'éducation de nos enfants, en plus à l'heure où les choses changent si vite, c'est quelque chose qui doit être une priorité gouvernementale et entrepreneuriale. Et là, il y a énormément de choses à faire. Et puis il y a déjà pas mal de boîtes qui sont mis dessus. Il y a des fonds qui sont dédiés aujourd'hui à l'éducation. Non, mais c'est des vrais sujets. Donc, on voit que tu es quand même très habité par le sujet bascule, shift au niveau climat et je dirais transition écologique, et en même temps éducation, qui sont en fait les deux grosses difficultés auxquelles on est confronté, des difficultés majeures. Oui, mais sans renier les problèmes sociaux. Le monde est complexe. Je pense que on aurait intérêt à accepter la complexité plutôt qu'à essayer de trouver des solutions simples. Et je pense que le rôle de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur à titre perso aussi, c'est de venir apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de rejeter les solutions simples qui sont jamais les meilleures, et essayer de vulgariser la complexité et d'apporter des solutions, tout simplement. Mais ça, on le voit, tu parlais du climat, tu parlais de Jancovici. Je crois que la stat qui disait il y a à peu près 1,8 milliard de voitures aujourd'hui qui sont en circulation, que si on voulait toutes les mettre en électrique, les ressources naturelles, je pense qu'on pourrait faire que quelques dizaines, vingtaines de millions de véhicules, ou de centaines de millions, mais c'est c'est pas la solution. C'est pas la solution. Et il dit le changement, c'est faut quand même plus prendre ou moins prendre ou plus prendre l'avion uniquement par nécessité, ce qui est déjà un shift important, de se dire je vais quand même limiter mon rayon d'action pour mes vacances. Et en même temps, de l'autre côté, de se dire
on prend sa voiture pour un oui ou pour un non. L'enjeu demain, c'est de prendre un vélo, quoi, en fait. Et c'est pas de passer une voiture plus petite, une voiture électrique, une Tesla ou une Non, mais Tesla. il Et, y a ça, effectivement des modifications, et on mais, sent qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Quand tu disais, alors, dans l'éducation, même mais de la même manière culturelle. que moi, ce que j'avais noté dans les entreprises, sans du tout impacter la qualité de vie dans l'entreprise, tu peux réduire 30 à 40% tes émissions carbone. Nous, on a justement, chez Syscout, on passait par Carbone 4 pour faire notre Oui. bilan carbone et notre stratégie de réduction des émissions. La réalité, c'est que tu peux, je pense, pas fondamentalement changer de mode de vie, Mm. de confort, et d'avoir un vrai impact avant d'aller même. L'avion, c'est un débat. Est-ce que si tu as de prendre l'avion, il n'y aura pas d'innovation? Ça, je sais pas. Peut-être que l'innovation vient aussi par. Il y a des stades Par des contraintes. Par des contraintes. de destruction, création. Je suis pas la meilleure personne pour juger, mais ouais, déjà avant même d'aller là, t'as des. Et je pense que les gens qui écouteront ce podcast, j'espère, se rendront compte que c'est par la chance qu'on a reçue et on se doit d'être exemplaire et d'être prosélyte sur le sujet, quoi. Ok. Aujourd'hui, toi, tu regardes sur l'actualité pour finir. Qu'est-ce que entre ce qui se passe, les conflits, les États-Unis, l'économie qui est plus ou moins vivotante, t'as des regards, t'as des choses. Je pense que la réponse elle est dans la question Ouais. déjà, mais Tu mises tout sur les États-Unis. Tu te non, dis, non, je vois pas comment ça peut passer autrement que par un sursaut européen, parce que on le voit dans l'économie comme dans d'autres sujets qui sont moins sexy comme la défense. En fait, on est fort que quand on est regroupé. Ouais. Moi, je l'ai vécu chez Marcel, mais aussi chez Cityscoot. La barrière que tu as de ne pas avoir une réglementation uniforme dans tous les pays par rapport à un Uber qui déjà il a un marché adressable de 400 millions de personnes day one, on n'a pas le même upside quoi, pour un fonds d'investissement. Mais d'ailleurs, c'est impressionnant parce que l'Europe, ça a plus de 80 ans et on se dit en 80 ans, on n'a pas réussi sur des sujets comme la je pense défense. qu'il faut accepter d'avoir des Europes à plusieurs vitesses, que l'entrée de l'Angleterre et puis la sortie a été quelque chose qui a été assez néfaste finalement parce qu'on n'a pas pu aller suffisamment en profondeur sur des sujets qui nécessitent de l'être. En revanche, on ne peut pas aller en profondeur à 80, donc là on commence à penser c'est des opinions très personnelles, mais oui, on sera plus fort avec plus d'intégration, mais à moins. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est capable de porter ce message-là et s'il est audible. Là, il y a les Européennes qui arrivent. Ça va être... Ensuite, je pense qu'on n'a pas conscience de ce qui se joue aux Européennes, et en particulier sur toute la réglementation environnementale qui dépend énormément de Bruxelles et que d'avoir, en fonction des majorités qui seront présentes, on risque d'avoir un peu comme la Cour suprême avec le passage de Trump où en fait il a acté un déséquilibre à droite énorme pendant plein d'années avec le renouvellement de la Cour suprême. Là en Europe on hypothèque aussi probablement un peu de l'avenir si on s'implique pas. Non, je suis positif, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas résister, mais il faut parler, il faut être exemplaire, et puis et je pense qu'il faut probablement se recentrer sur des fondamentaux. Typiquement, l'agriculture, c'est très audible de comprendre qu'un agriculteur, il veut pas qu'il y ait la même fraise ou pomme qui viennent de l'étranger avec des pesticides et une main-d'œuvre 10 fois moins chère. Moi, je pense que c'est audible. Ensuite, j'ai pas la solution, mais le. Il y a des enjeux. Ouais. L'actualité me fait en tout cas espérer en l'Europe, mais je ne sais pas si ces résultats des Européennes nous permettront d'espérer énormément. Mais ouais, c'est anxiogène, on va pas se mentir. J'ai préféré ma période où j'ai arrêté de lire mes mails, j'avoue. Surtout, ce qui est très drôle de voir, c'est en très peu de temps, on a vécu des cycles complètement en opposition de phase. On a vécu l'argent facile où rien n'était trop beau, rien n'était assez innovant, et on passait à un côté complètement déraisonnable, à les recherches de licorne, à cette fois-ci la recherche de l'efficacité opérationnelle. On compte ses euros parce qu'on redécouvre
que l'économie monétaire, finalement, il y a un taux d'intérêt qui régule un peu tout ça, et on remet sur terre. Et puis, on repasse dans une considération où il y a l'environnement, il y a l'éducation, il y a l'Europe, il y a la défense et tout ce qui s'ensuit. Et c'est très marrant de voir en très peu de temps le cycle qu'on a connu. Mais d'où l'importance, et je me répète, mais j'ai appris ça avec mon CTO, Béchir, qui faisait de la recherche opérationnelle. La somme de optimum locaux, ça fait pas un optimal global. Et c'est hyper important de prendre ce recul régulièrement, de se dire, ouais, mais... Enfin, j'ai bossé dans les fonds d'infra, donc c'était pas... Mais quand tu bosses dans un fonds et que tu achètes une boîte 100 fois le chiffre d'affaires, à un moment, est-ce que c'est crédible, en fait? Je sais pas, j'aimais pas le jugement, mais en tout cas, c'est bien de se poser la question. Et à quel moment je vais revoir mon pognon, quoi. Surtout quand on arrive sur des valos qui font déjà plus ou moins la taille du marché adressable. Tu te dis qui va racheter, et puis deux, tu te dis est-ce qu'on n'a pas on n'est pas un mais peu Uber est en trop train de rate, prouver que ça peut marcher, mais il n'y en aura pas 10 par an, et encore moins, je pense, des Français et des Européens. Et tu sais qu'en plus Uber a été créé par le même constructeur à Paris. Écoute Bertrand, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'il aidera pas mal d'entrepreneurs qui vivent des difficultés, soit se poser des questions de lever, pas lever, et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec des fonds. En tout cas, c'était très sympa de passer ce moment avec toi, et c'était très riche d'enseignements, et merci encore pour ton temps. Merci à toi.